De pauvres sœurs jumelles demandent de la nourriture devant un supermarché. Le jeune milliardaire s'approche et demande « Qui s'occupe de vous ?» L'une d'elles répond « Elle s'occupe de moi et je m'occupe d'elle. » Mais lorsqu'il voit la boucle d'oreille qu'elle porte, il se met à pleurer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. De pauvres sœurs jumelles demandent de la nourriture devant un supermarché. Le jeune milliardaire s'approche et demande « Qui s'occupe de vous ?» L'une d'elles répond « Elle s'occupe de moi et je m'occupe d'elle. » Mais lorsqu'il voit la boucle d'oreille qu'elle porte, il se met à pleurer. L'arôme des épices flottait dans l'air tandis que Thomas pénétrait dans le marché traditionnel de Riverbrook. Il n'avait pas prévu de s'y arrêter ce samedi matin, c'était juste un caprice, un changement soudain dans son itinéraire habituel. Plus tard, il considérerait ce moment comme l'instant où le destin avait décidé d'intervenir. Thomas Miller, le jeune milliardaire qui, à 32 ans, avait révolutionné le marché de la technologie avec son logiciel de design, ajusta son foulard contre le vent d'automne. Malgré sa fortune, Thomas préférait passer inaperçu. Il portait des vêtements simples et conduisait une voiture de luxe discrète. Peu de gens dans cette petite ville savaient qui il était réellement, et il appréciait cela. Il passa devant des marchands arrangeant des fruits en pyramide parfaite, l'un d'eux parlant distraitement parmi les étals. Bien qu'il fût l'un des hommes les plus riches du pays, Thomas ressentait un vide qu'aucun succès financier ne semblait pouvoir combler. C'est alors qu'il entendit la voix d'un enfant, presque un murmure, provenant de l'espace étroit entre deux stands. « S'il vous plaît, monsieur, juste un peu de pain. » Il se retourna et vit deux filles d'accent grave peine 8 ans. Elles étaient identiques, avec des yeux en forme d'amande et des cheveux châtains foncés attachés en queue de cheval désordonnée. Leurs vêtements étaient usés mais propres, et elles le regardaient avec un mélange d'espoir et de prudence. D'ordinaire, Thomas ne s'arrêtait pas. Il n'était pas du genre à s'impliquer, depuis qu'il avait déménagé dans cette petite ville il y a 3 ans, fuyant les médias et la pression constante des investisseurs, et qu'il s'était construit une routine sans complications. Mais quelque chose dans ces deux filles identiques attira immédiatement son attention. « Qui s'occupe de vous ?» demanda Thomas, cherchant un adulte responsable du regard. Les filles échangèrent un regard. Celle qui semblait la plus assurée répondit en posant son bras autour des épaules de sa sœur, « Elle s'occupe de moi et je m'occupe d'elle. » La simplicité et la force de cette réponse frappèrent Thomas d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Quelque chose dans ces mots révélait une histoire de lutte et de survie qui émut le jeune milliardaire, habitué à voir des gens quémander son argent ou son influence. Les filles se regardèrent de nouveau. La plus discrète baissa la tête. « Notre maman est partie au ciel », dit celle qui parlait d'une voix ferme malgré les mots. « Ça s'est passé il y a 2 semaines. » Thomas sentit une oppression dans sa poitrine. 2 enfants orphelines, demandant de la nourriture dans un marché, et personne pour s'en occuper, aucun parent, aucun voisin. La fille secoua la tête en signe de négation. Il y avait une vieille dame dans l'immeuble, mais elle a dit qu'elle ne pouvait plus le faire. Elle hésita, cherchant le mot juste, se débrouiller seule. Thomas ne savait pas quoi dire. La situation était bien plus grave qu'il ne l'avait imaginé au départ. « Commençons par là, » dit-il en désignant la boulangerie du marché. « Achetons quelque chose à manger. » Alors qu'il marchait, Thomas remarqua que les filles gardaient une distance prudente. Celle qui avait parlé en premier marchait légèrement en avant, tandis que l'autre observait tout en silence. C'est alors qu'un rayon de soleil traversa la marquise du marché, illuminant le visage de la fille plus réservée, et il le vit. À sa droite, scintillante doucement, se trouvait une boucle d'oreille en forme de croissant de lune, avec une petite pierre ambrée en son centre, une boucle qu'il connaissait très bien. Thomas s'arrêta si brusquement que les filles faillirent le percuter. Il sentit un nœud à la gorge et les larmes commencèrent à monter à ses yeux. « Cette boucle ?» Sa voix se brisa complètement alors que la première larme roulait sur sa joue. Il tenta de se ressaisir, mais c'était impossible. Le jeune milliardaire, toujours si contrôlé lors des réunions d'affaires et des interviews, sanglotait maintenant en silence devant 2 enfants inconnus dans un marché. La fille toucha instinctivement la boucle d'oreille, comme si c'était un talisman, regardant l'homme qui pleurait devant elle avec confusion. « C'est celle de maman », expliqua l'autre, agissant toujours en protectrice, « Lucie en porte une, moi l'autre. » Thomas la regarda et vit la paire identique à son oreille gauche, le 7 étant divisé entre elles, chacune avec la moitié d'un anneau. « Je m'appelle Lily », poursuivit la fille qui parlait le plus, « et voici ma sœur Lucie. » Lucie, la plus réservée, acquiesça d'un petit hochement de tête, ses yeux ne quittant jamais Thomas. « Quel était le nom de votre mère ?» demanda-t-il, le cœur battant. Les filles échangèrent à nouveau un regard,
cette communication silencieuse que seules les jumelles semblent partager. Claire, répondit Lucie en prenant la parole pour la première fois, d'une voix plus douce que celle de sa sœur, presque comme un écho. Miller frappa Thomas comme un coup de foudre. Claire Miller, sa sœur, qu'il n'avait pas vue depuis près d'une décennie, avec qui il avait grandi en partageant secrets et rêves, jusqu'au jour où elle décida de partir pour suivre son art contre la volonté rigide de leurs parents. Claire, à qui il avait offert une paire de boucles d'oreilles en forme de croissant de lune à la veille de son départ, afin qu'elle se souvienne que, même quand ils ne se verraient plus, nous sommes toujours sous le même ciel, avait-il dit. Thomas sentit le monde tourner autour de lui. Ses filles, aux yeux en forme d'amande identiques aux siens, portant les boucles d'oreilles qu'il avait choisies avec tant de soin. Elles étaient les filles de Claire. À la boulangerie, Thomas acheta du pain, du fromage, des fruits et du chocolat. Les filles observaient tout avec des yeux attentifs mais sans rien demander de précis. Puis elles trouvèrent un banc à proximité où elles pourraient manger. « Vous n'avez vraiment nulle part où aller ?» demanda-t-il en les regardant manger avec une faim contenue, comme si elles tentaient de faire durer la nourriture. Lily avala un morceau de pain avant de répondre. Nous restions dans notre appartement, mais l'homme qui percevait le loyer a dit que nous devions partir. Nous avons pris nos affaires. Et elle haussa les épaules, comme si cela expliquait tout. Et où dormez-vous ? demanda Thomas. Dans un refuge près de la gare, répondit Lucie, surprenant Thomas par sa franchise, mais il ne te laisse rester que 2 nuits. Aujourd'hui est notre dernière nuit. Thomas prit une profonde inspiration. L'idée de 2 enfants dans la rue, surtout si elles étaient vraiment ses nièces, était insupportable. « Comment faites-vous pour vous débrouiller toute seule ?» demanda-t-il, essayant de comprendre la situation. Lily redressa les épaules, un geste qui la faisait paraître plus âgée que ses 8 ans. « Maman nous a appris à être forte, » dit-elle avec une simplicité qui toucha quelque chose de profond en lui. Lucie hocha la tête en posant sa main sur celle de sa sœur. Thomas sortit son portefeuille de sa poche et leur montra une vieille photo de lui et de Claire, bras enlacés, souriant à la caméra. « Voici ma sœur Claire, » dit-il en désignant la fille sur la photo, « et moi, je suis Thomas. Thomas Miller. » La fille examina la photo attentivement. Lucie toucha le visage de Claire dans l'image du bout des doigts. « C'est maman, » murmura-t-elle, cherchant la confirmation auprès de sa sœur. Lily acquiesça lentement. « Elle est plus jeune, mais c'est elle, » approuva-t-elle. Puis elle regarda Thomas, les yeux plissés d'un mélange d'espoir et de méfiance. « Es-tu vraiment le frère de notre maman ?» Thomas sentit sa gorge se serrer. « Oui, » parvint-il à dire, « Claire était ma sœur. »« Est-ce que cela fait de toi notre oncle ?» demanda Lucie, sa voix douce chargée d'espoir. Thomas sentit son corps tout entier répondre. « Oui, » répondit-il, « cela ferait de moi votre oncle. » Les filles se regardèrent dans cette conversation silencieuse qu'elles semblaient partager. « Pourquoi ne vous sommes-nous jamais rencontrés auparavant ?» demanda Lily, aussi directe que toujours, la question frappant Thomas comme un coup. « Pourquoi donc ? Pourquoi Claire ne m'avait-elle jamais parlé de ses filles ? Pourquoi ne m'avait-elle jamais présenté ? Ta mère et moi avons perdu le contact il y a longtemps, » expliqua-t-il, sentant le poids de chaque mot. Il y eut un différend familial, elle partit pour suivre son rêve de devenir artiste. Nos parents ne l'acceptèrent pas, et les choses devinrent difficiles. Maman était peintre, dit Lucie, avec fierté dans les yeux. Elle faisait de magnifiques tableaux. Elle a réussi. Ensuite, murmura Thomas pour lui-même, elle a réalisé son rêve, elle peignait chez nous. Parfois, elle vendait ses tableaux au marché, parfois donnait des cours, continua Lily. Thomas évoqua mentalement Claire, son talent enfin libre de s'exprimer, même dans des conditions plus modestes que ce qu'elle méritait. Ne parlait-elle jamais de moi ? demanda-t-il, incapable de cacher la douleur dans sa voix. Lucie toucha la boucle d'oreille à son oreille. Ces boucles sont spéciales, dit-elle, c'était un cadeau de quelqu'un que j'aimais énormément et qui me manque terriblement. Thomas sentit ses yeux piquer. Claire s'était souvenue de lui depuis toujours. Voudriez-vous venir avec moi ? demanda-t-il, une décision se formant dans son cœur avant même que son esprit ne la comprenne entièrement. Chez moi. Je veux dire, j'ai beaucoup de place et vous y serez en sécurité. Les filles se regardèrent de nouveau. Comment savons-nous que tu es vraiment le frère de notre maman ? demanda Lily, aussi pratique qu'à son habitude. En dehors de la photo ? Thomas réfléchit un instant. Je peux dire que Claire avait une tache de naissance sur le poignet droit, en forme de demi-lune, et elle chantait toujours une chanson particulière quand elle était nerveuse ou inquiète. Les yeux de Lucie s'agrandirent. Dream a little dream, murmura-t-elle. Maman nous la chantait pour que nous puissions dormir, ajouta-t-elle.
Thomas hocha la tête, submergé par une vague d'émotion. C'était la même chanson que leur mère leur avait chantée quand elles étaient enfants. Claire avait perpétué la tradition avec ses propres filles, et la tache, expliqua Lily lentement, sur son poignet ressemblait à une petite lune. Il y avait désormais suffisamment de certitude. Ces filles étaient les filles de Claire, ses nièces, une famille dont il ignorait même l'existence. « Alors, qu'en pensez-vous » demanda-t-il à nouveau. « Voudriez-vous venir avec moi » Lily regarda sa sœur qui fit un hochement de tête à peine perceptible. « Allons, décida-t-elle. Mais si quelque chose nous semble étrange, nous partirons. » Thomas ne put s'empêcher de sourire devant sa détermination. « D'accord, dit-il. Avez-vous quelque chose à récupérer au refuge ? » Notre sac à dos, répondit Lucie. Tout est là-dedans, un seul sac pour 2 enfants. Thomas sentit son cœur se serrer sur le chemin du refuge, un bâtiment simple mais bien entretenu. Les filles coururent à l'intérieur et revinrent quelques minutes plus tard avec un sac à dos usé et un petit sac en plastique. « C'est tout ce que nous avons, » expliqua Lily. Lorsqu'ils montèrent dans la voiture, une Audi discrète mais luxueuse, Thomas regarda les filles dans le rétroviseur. Lucie s'était endormie, sa tête posée sur l'épaule de Lily, tandis que cette dernière restait alerte, l'observant attentivement. « Ta maison est-elle loin » demanda-t-elle. « Pas vraiment, » répondit Thomas, « à environ 15 minutes d'ici, dans un endroit isolé avec beaucoup d'espace et des pièces supplémentaires pour vous. » Lily hocha la tête, satisfaite de l'information. « Pourquoi maman ne t'a-t-elle jamais parlé de toi » demanda-t-elle brusquement. Thomas soupira. « Je ne sais pas, admit-il. Peut-être a-t-elle voulu vous protéger. La séparation fut difficile pour nous tous. Parfois, maman pleurait en regardant une boîte de souvenirs, dit-il, des photos anciennes, des lettres et un bracelet d'enfant ou le bracelet d'amitié que j'avais fabriqué pour Claire quand nous avions 10 ans. J'avais encore celui qu'elle avait fait pour moi, rangé dans ma propre boîte à souvenirs. Elle vous manquait. » Lily poursuivit, « Nous le savions. » Thomas sentit le nœud à sa gorge se resserrer. Tant d'années perdues, tant de mots non dits, et maintenant Claire était partie pour toujours, mais une partie d'elle vivait encore dans ces 2 filles, avec leurs yeux déterminés et les boucles d'oreilles en croissant de lune partagées entre elles. Lorsqu'ils arrivèrent sur la propriété de Thomas, un manoir élégant mais discret, caché derrière un grand portail et une allée bordée d'arbres, où les yeux de Lily s'écarquillèrent de surprise. Elle réveilla doucement sa sœur, « Nous sommes arrivés » murmura-t-elle. « Chez l'oncle Thomas. » Le mot « oncle » sonnait à la fois étrange et naturel pour Thomas. Il n'avait jamais imaginé qu'il deviendrait oncle, et encore moins de façon si soudaine. En guidant les filles à l'intérieur, franchissant le hall d'entrée en marbre et le foyer impressionnant, Thomas se rendit compte que sa vie de milliardaire, ordonnée et prévisible, venait de changer radicalement. Pourtant, au lieu de paniquer, il ressentit une étrange sensation de paix. D'une manière ou d'une autre, les boucles d'oreilles en croissant de lune qu'il avait offertes à sa sœur comme symbole de lien avaient accompli leur dessein. Même après tant d'années de silence, Claire était peut-être partie, mais une partie d'elle était revenue à lui à travers ses 2 petites filles, et Thomas savait avec une certitude venue des tréfonds de son âme qu'il devait les protéger à tout prix. Thomas observa les filles depuis l'autre bout du salon. Elles dormaient sur le grand canapé, enveloppées dans de douces couvertures qu'il avait trouvées dans le placard d'invités. Lucie et Lily, 2 petites répliques de Claire avec ses yeux en forme d'amande et ce regard déterminé qu'elle avait toujours eu, pendant que la nuit tombait, apportant avec elle un silence étrange dans le manoir, qui jusque-là paraissait trop vaste pour une seule personne. Thomas se versa un verre de whisky et s'installa dans le fauteuil près de la cheminée. Les flammes dansaient, projetant des ombres sur les murs, tandis que son esprit errait vers le passé, vers un été il y a 10 ans. « Tu ne peux pas simplement tout abandonner pour un rêve d'adolescente », la voix de son père résonnait encore, forte et implacable, comme toujours. Claire se tenait dans le salon, sa valise prête, les yeux, ces mêmes yeux que Thomas voyait chez ses nièces, exprimant à la fois peur et détermination. « Ce n'est pas un rêve d'adolescente, papa. C'est qui je suis. » Thomas se souvenait d'être resté dans un coin, observant tout, voulant intervenir, mais pris entre la loyauté envers sa sœur et le respect de son père, c'était toujours ainsi. Claire le mettait au défi, jouant les médiatrices. « Qui es-tu » demanda leur mère, assise raide sur le canapé, une rebelle préférant peindre plutôt que d'avoir un avenir sûr. « L'art est mon avenir », affirmait Claire d'une voix inébranlable, sans jamais vaciller lorsqu'il s'agissait de défendre sa passion. Leur père sortit son portefeuille et jeta quelques dollars sur la table. « Si c'est ce que tu veux, vas-y, mais ne reviens pas demander de l'aide quand ton rêve s'effondrera. » Thomas sentit sa gorge se serrer à ce souvenir.
Son père avait toujours cru que l'argent était la solution à tout, que le succès se mesurait en comptes bancaires et en biens immobiliers. Ironiquement, Thomas était devenu exactement le genre d'homme que son père admirait, riche, puissant, couronné de succès, et profondément seul. Cette nuit-là, Claire quitta après une étreinte serrée avec Thomas et une promesse murmurée, « Je te montrerai qu'il est possible de vivre de ce qu'on aime ». Ce même soir, avant de partir, Thomas avait offert à sa sœur les boucles d'oreilles en croissant de lune, un cadeau d'adieu, un rappel que, malgré la distance, ils partageaient le même ciel. Et maintenant, ces mêmes boucles avaient amené ses filles à lui. Thomas regarda de nouveau les filles endormies. Lily, même dans son sommeil, gardait son bras autour de sa sœur protectrice, tandis que Lucie semblait complètement détendue, comme si elle sentait qu'elle était en sécurité sous la garde de sa jumelle. Les filles de Claire. L'idée était encore difficile à assimiler pour Thomas. Il tenta de se remémorer ce qui s'était passé après le départ de sa sœur. Les premières semaines avaient été tendues, on ne mentionnait même plus le nom de Claire à table, comme si elle n'avait jamais existé. Sa mère avait retiré les photos de Claire des murs, emballé ses affaires restantes dans des cartons envoyés au grenier. Thomas avait essayé de rester en contact. Il avait appelé le numéro que Claire avait laissé, mais après quelques mois, il n'était plus en service. Il avait envoyé des lettres à l'adresse dont il disposait, mais beaucoup lui étaient revenus, non distribués. Avec le temps, le silence s'était transformé en un mur infranchissable, jusqu'à ce que vienne son propre départ, la réussite fulgurante de son logiciel de design, la croissance météorique de son entreprise, et la fortune qui s'accumulait plus vite qu'il ne pouvait compter. Il se souvint avoir cherché Claire quand il avait fait son premier million. Il voulait partager la nouvelle, montrer qu'il avait réussi à allier succès matériel et créativité, quelque chose que leurs parents n'avaient jamais cru possible. Mais Claire avait disparu. Ou peut-être, pensa-t-il amèrement, n'avait-il pas cherché assez longtemps. Lucie remua dans son sommeil, murmurant quelque chose d'inaudible. Ce son ramena Thomas au présent. Il se leva et s'approcha du canapé, réajustant la couverture qui s'était glissée. C'est alors qu'il remarqua le petit pendentif que Lucie portait autour du cou, partiellement caché sous sa chemise. Il retourna à son fauteuil et prit son téléphone. Il ouvrit le dossier de vieilles photos et trouva ce qu'il cherchait, une photo de lui et de Claire, adolescents, peignant ensemble dans le jardin de leurs parents. Elle avait toujours été la plus douée, mais Thomas avait lui aussi son propre talent pour le dessin. C'est cette aptitude qui l'avait finalement conduit à développer le logiciel qui révolutionna le design graphique. Et si elles étaient vraiment ses nièces, la question résonnait sans cesse. Les preuves étaient là, les boucles, la ressemblance physique, le nom, mais il y avait quelque chose d'autre. Quelque chose dans la manière dont Lily protégeait Lucie, dans la façon dont elle semblait communiquer sans mots. C'était la même connexion que lui et Claire partageaient. Thomas essaya de faire le calcul. Les filles disaient avoir 8 ans. Claire était partie il y a près de 10 ans. Elle aurait pu être enceinte au moment de son départ, ou peut-être avait-elle rencontré quelqu'un peu après. Et pourquoi ne lui avait-elle jamais parlé des filles ? Tant de questions sans réponse. Un léger bruit fit que Thomas jeta un coup d'œil de nouveau vers le canapé. Lily s'était réveillée et le regardait avec ses yeux perçants, les mêmes yeux que Claire. « Tout va bien ?» demanda doucement Thomas pour ne pas réveiller Lucie. Lily hocha la tête. « Je suis juste en sécurité », dit-elle, d'une voix bien trop mature pour ses 8 ans, veillant à ce que nous soyons en sécurité. « Vous êtes en sécurité ?» la rassura Thomas. « Je te le promets. »« Tu as l'air triste ?» fit-elle remarquer, observation qui surprit Thomas. Habitué à dissimuler ses émotions dans le monde de l'entreprise, il avait oublié combien les enfants pouvaient être perspicaces. « Je pense à ta maman » avoua-t-il. Sa sœur semblait y réfléchir. Elle devenait parfois triste aussi, en regardant de vieilles photos. Thomas sentit son cœur se serrer. « Parlait-elle de moi ?»« Pas vraiment, » dit Lily avec la franchise d'un enfant, mais elle gardait tes affaires et ses boucles d'oreilles. Elles étaient spéciales. Lily bâilla et se blottit contre sa sœur. En quelques minutes, elle se rendormit. Thomas resta éveillé, observant ces deux filles que le destin avait amenées dans sa vie. En moins de 24 heures, son existence solitaire de milliardaire avait été complètement transformée par ces deux enfants, qu'il en venait de plus en plus à croire être les filles de Claire, ses nièces, une famille dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. Thomas regarda de nouveau la photo sur son téléphone, celle du sourire adolescent de Claire. « Que veux-tu que je fasse, Claire ?» murmura-t-il. « Comment puis-je rattraper toutes ces années de silence ?» Bien sûr, il n'y eut pas de réponse. Mais en regardant Lucie et Lily, il sut exactement ce que Claire attendrait de lui. Elles étaient la seconde chance qu'il n'avait jamais cru avoir.
Le lendemain matin apporta un nouveau défi pour Thomas. Les filles avaient besoin de vêtements, de fournitures scolaires, et surtout d'un arrangement légal. Après avoir servi un petit déjeuner improvisé toast, confiture et lait au chocolat que les filles burent avec un appétit maîtrisé, comme si elles essayaient de faire durer la nourriture, Thomas passa quelques appels. « Je vais devoir sortir quelques heures », dit-il pendant que Lucie dessinait à la table de la cuisine avec des crayons et du papier qu'il avait trouvé. « Est-ce que tu vas bien te débrouiller toute seule ?» demanda Lily, fronçant les sourcils. « Tu viens avec moi » hésita Thomas. « Je dois régler quelques affaires, ça pourrait t'ennuyer, nous ne resterons pas, » expliqua-t-il. « Non, dit fermement Lily. Nous ne connaissons pas bien cet endroit. » D'accord, acquiesça-t-il, réalisant qu'il n'était pas non plus à l'aise à l'idée de les laisser seuls si tôt. Prépare-toi, nous avons quelques arrêts à faire. Tandis que les filles se rhabillaient dans les mêmes vêtements qu'elles avaient portés la veille, Thomas nota mentalement que le premier arrêt serait l'achat de nouveaux vêtements. Il tapa « Margot » et l'adresse approximative que les filles avaient mentionnée dans son téléphone. Il avait besoin de réponses, et Margot semblait être la meilleure chance d'en obtenir. Après quelques recherches, il trouva une correspondance probable. Margot Lenoir, 72, vivant dans une maison bleue près de la rivière, exactement comme les filles l'avaient décrit. La base de données à laquelle avait accès son assistant personnel montrait que la propriété était enregistrée à son nom depuis plus de 30 ans. En conduisant avec les jumelles à l'arrière, Thomas réfléchissait à ce qu'il allait dire. Comment expliquer qui il était? Comment parler de Claire sans paraître intrusif? Où allons-nous? Demanda Lucie en regardant par la fenêtre de l'Audi. Nous allons acheter quelques affaires pour vous, répondit Thomas. Ensuite, je pensais que nous pourrions visiter la maison où vous viviez autrefois, proposa-t-il. Les filles restèrent silencieuses un instant. Nous ne pouvons pas y retourner, dit finalement Lily. L'homme qui percevait le loyer a tout verrouillé, nous n'y retournerons pas pour y habiter. Je veux juste voir l'endroit et peut-être parler à quelques voisins, précisa Thomas. Peut-être, Madame Margot? Lucie s'illumina soudain. Margot, elle a un gros chat orange, elle fait des biscuits au gingembre. Thomas sourit. Elle a l'air sympathique. Elle l'est, confirma Lily. Elle s'occupait de maman quand elle était très malade et ensuite, elle s'est occupée de nous pendant un moment. Puis sa voix s'éteignit et Thomas n'insista pas, il y aurait le temps d'avoir toutes les réponses. Après un arrêt rapide dans un grand magasin où Thomas acheta vêtements, chaussures et autres essentiels pour les filles, ils se dirigèrent vers le quartier près de la rivière. C'était un secteur modeste avec des maisons anciennes mais bien entretenues, le genre d'endroit où tout le monde se connaissait par son prénom. C'est ici, indiqua Lucie en tournant dans une rue, pointant une maison bleue ornée de fleurs. Thomas se gara devant une petite maison de 2 étages peinte dans un ton de bleu clair, avec des jardinières débordant de géraniums colorés et une toute petite cour avant, simple mais soignée. « Attendez ici une minute, » dit Thomas. Les filles hochèrent la tête, plus rassurées maintenant qu'elles étaient en territoire familier. Il s'approcha de la porte et frappa. Quelques secondes plus tard, il entendit des pas et la porte s'ouvrit, révélant une femme âgée aux cheveux gris attachés en chignon lâche. Ses yeux, encadrés par des rides d'expression, étaient d'un bleu vif et elle évalua Thomas avec un mélange de curiosité et de prudence. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle. Thomas s'éclaircit la gorge, se sentant étrangement nerveux. « Je m'appelle Thomas Miller. Je crois que vous connaissiez ma sœur, Claire. » Les yeux de la femme s'écarquillèrent légèrement, puis se tournèrent vers la voiture où les filles regardaient depuis la fenêtre. « Thomas, répéta-t-elle, comme pour tester le nom, Claire a parlé de vous. » Un frisson parcourut Thomas en entendant ces mots. Claire avait parlé de lui. « Puis-je entrer un instant? J'ai quelques questions, et les filles sont avec moi. » Margot hésita un bref instant avant d'acquiescer et d'ouvrir la porte plus largement. « Bien sûr, amenez-les, je viens de finir de cuire un gâteau. » Thomas fit signe à Lucie et Lily, qui sautèrent de la voiture et se précipitèrent vers la porte. En voyant Margot, leurs visages s'illuminèrent. « Margot, Lucie !» s'exclama Lucie en étreignant chaleureusement la femme plus âgée autour de la taille. « Bonjour, mes chéris !» répondit Margot en caressant les cheveux des filles. « Je vois que vous avez trouvé votre oncle. » Thomas regarda Margot, surpris. « Alors, vous saviez qui j'étais ?» Margot fit un geste pour les inviter à entrer. « Venez, parlons-en ici. » La maison de Margot était petite mais chaleureuse, chaque surface semblant raconter une histoire, avec un mobilier ancien bien entretenu, des étagères remplies de livres usés et de photos dans des cadres en bois. Sur l'un des murs du salon,
Thomas remarqua immédiatement plusieurs petits tableaux qu'il reconnut instantanément comme étant l'œuvre de Claire. Son style était inimitable, des couleurs vibrantes qui transmettaient une profonde sérénité. Les filles, pourquoi ne pas aller voir si Rufus est dans le jardin? Il vous a manqué, suggéra Margot. Les jumelles n'eurent même pas besoin d'une autre invitation et coururent vers une porte à l'arrière, laissant Thomas et Margot seuls. Rufus est le chat, expliqua Margot en indiquant à Thomas de s'asseoir sur le canapé, une vieille pièce un peu paresseuse mais parfaite pour les enfants. Thomas s'installa, sentant le poids des dernières 24 heures. « Comment saviez-vous qui j'étais » demanda-t-il de nouveau. Margot soupira et s'installa dans un fauteuil en face de lui. « Claire avait une photo de vous, dit-elle. Elle la gardait dans une boîte spéciale avec d'autres souvenirs. Quand sa maladie s'est aggravée, elle m'a montré la photo et m'a dit que, si quelque chose lui arrivait, je devais essayer de vous retrouver. Et vous n'avez pas pu » La question était plus accusatrice qu'il ne l'avait prévu. Margot ne sembla pas offensée. « J'ai essayé. J'ai appelé le dernier numéro que Claire avait donné, mais il était déconnecté. J'ai recherché votre nom en ligne, mais il y avait tellement de Thomas Miller, et puis, elle hésita, les choses se sont compliquées. Après le décès de Claire, les filles ont été placées en famille d'accueil provisoire. Quand je les ai récupérées, j'ai découvert que quelqu'un avait jeté les affaires de Claire, la boîte avec la photo et vos coordonnées avaient disparu. Thomas sentit une vague de remords. S'il avait cherché plus assidûment Claire au fil des ans, peut-être aurait-il pu la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. « Qu'est-il arrivé à Claire » demanda-t-il doucement. Margot joignit ses mains dans ses genoux, comme pour contenir sa propre douleur. « La leucémie » répondit-elle. Diagnostiquée il y a 2 ans. Au début, elle avait bien réagi au traitement, mais au cours des derniers mois, cela s'est détérioré rapidement. Claire s'inquiétait pour les filles, bien sûr, elles étaient tout ce à quoi elle pensait. Thomas ferma les yeux un instant, tentant d'assimiler l'information. « Claire est morte de leucémie » murmura-t-il. Sa sœur, toujours si pleine de vie et si déterminée, fauchée par une maladie qui la rongeait de l'intérieur. « Elle aurait pu venir me voir », dit-il plus pour lui-même que pour Margot. « J'aurais pu aider, j'avais des ressources, j'aurais pu payer les meilleurs traitements. » Elle le savait, dit doucement Margot. Dans ces derniers mois, elle a découvert votre succès en ligne. Elle était très fière de vous, Thomas. Thomas sentit ses yeux se remplir de larmes. Alors pourquoi ne m'a-t-elle jamais contacté? Par fierté, peut-être, ou par peur du rejet, ou simplement parce qu'elle ne voulait pas que vous la voyiez ainsi, affaiblie par la maladie, expliqua Margot en haussant légèrement les épaules. Claire était complexe, comme nous tous, ajouta-t-elle. Un miaulement précédait l'entrée d'un énorme chat orange dans le salon, suivi des jumelles. Thomas saisit l'instant pour se ressaisir. Rufus a faim, annonça Lucie en caressant le chat. Il a toujours faim, commenta Margot avec un sourire. Pourquoi ne le prenez-vous pas dans la cuisine? Il y a de la nourriture dans le placard habituel. Une fois les filles parties, Margot se leva et se dirigea vers un vieux bureau dans un coin de la pièce. Elle ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe jaunie. Claire a laissé ceci pour vous, dit-elle en tendant l'enveloppe à Thomas. Elle m'a demandé de vous la remettre si vous veniez un jour. Thomas prit l'enveloppe, les mains légèrement tremblantes. Son nom était inscrit sur le devant, dans une écriture artistique inclinée qu'il aurait reconnue n'importe où. « Quand a-t-elle écrit ceci » demanda-t-il. « Quelques jours avant qu'elle ne se rende à l'hôpital pour la dernière fois » répondit Margot. Elle savait qu'elle ne reviendrait plus à la maison. Thomas ouvrit délicatement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une simple carte faite à la main, peinte d'un croissant de lune aux nuances d'or et de bleu foncé. Il l'ouvrit et lut. « Thomas, si tu lis ceci, c'est que mes filles t'ont trouvé, exactement comme je l'avais toujours su. Les boucles d'oreilles, souviens-toi, elles nous relieront toujours, peu importe la distance. Ces boucles te ramèneront mes filles, mon frère, même si je ne peux plus revenir. La lune saura le chemin du retour. Il y a tant de choses que j'aurais voulu te dire, tant que j'aurais dû dire il y a des années, mais les jours passent, puis les années, et le silence devient de plus en plus difficile à briser. Lucie et Lily signifient tout pour moi. Je leur ai donné ce que je pouvais, de l'amour, de l'art, de la musique, des histoires. Mais maintenant, mon temps est compté et j'ai besoin de leur donner ce que toi seul peux leur offrir, un avenir sûr, une véritable chance dans la vie. Je sais que c'est beaucoup demandé après tout ce temps, mais tu as toujours été la personne la plus aimable que j'ai connue. Pardonne-moi de ne pas avoir été assez courageuse pour te contacter plus tôt. L'orgueil est une prison que nous nous construisons nous-mêmes. Avec tout mon amour. Claire.
Thomas laissa la lettre tomber sur ses genoux, les larmes aux yeux. Finalement échappé, il ne lui importait guère que Margot l'ait vu pleurer. Tu sais, elle vivait bien, dit Margot après un moment. Simplement, mais avec détermination, elle enseignait l'art aux enfants à la bibliothèque locale, vendait ses peintures à la foire le dimanche. L'appartement était petit mais toujours rempli de couleurs, de musique, de livres. Les filles grandissaient entourées de beauté. Thomas hocha la tête, incapable de parler un instant. Comment était-elle à la fin ? Demanda-t-il enfin. En paix, répondit Margot. Inquiète pour les filles, bien sûr, mais en paix avec elle-même. Son plus grand tourment était de les quitter, pas de mourir. Thomas reprit la lettre, relisant les mots de sa sœur. Elle avait confiance, je les retrouverai, se souvenait-il. Claire disait toujours que vous aviez un lien spécial, même enfant, vous la retrouviez toujours, peu importe où elle se cachait dans vos jeux. Ce souvenir fit sourire Thomas à travers ses larmes. C'était vrai, murmura-t-il. Quand nous jouions à cache-cache, je savais toujours où était Claire, comme si je pouvais sentir sa présence, elle me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. Le son des rires des filles dans la cuisine ramena Thomas au présent. Il remit soigneusement la lettre dans son enveloppe. « Qu'est-ce qui s'est passé après Claire, après son départ ?» demanda-t-il. « Tu as mentionné les services sociaux ?» Margot soupira. « J'ai essayé de les garder. Claire avait laissé des documents me nommant leur tutrice, mais la bureaucratie est impitoyable. Mon âge était contre moi, tout comme mon revenu limité. Les filles se sont retrouvées dans un foyer temporaire pendant 2 semaines, puis j'ai réussi à les récupérer pendant que l'affaire était en cours d'examen. » Thomas prit une profonde inspiration, pensant aux filles séparées si peu de temps après avoir perdu leur mère, et puis « J'ai eu un petit AVC il y a 3 jours, expliqua Margot, un léger tremblement dans sa main trahissant les preuves récentes. Rien de majeur, mais j'ai été hospitalisé une nuit. À mon retour, les filles avaient disparu. J'étais terrifié, j'étais sur le point d'appeler la police aujourd'hui. Thomas imagina les filles, au marché, quémandant de la nourriture. Elles s'étaient probablement enfuies, craignant d'être à nouveau séparées ou envoyées dans un orphelinat. Elles sont en sécurité maintenant, assura-t-il Margot, et je veillerai à ce qu'elles le restent. Tu vas les garder. L'espoir se lisait dans la voix de Margot. Oui, confirma Thomas, ce sont les enfants de ma sœur, ma famille. Margot sourit, et Thomas vit le soulagement dans ses yeux. Claire serait heureuse. C'était ce qu'elle désirait au fond. Les filles revinrent dans le salon, puis Lucie, tenant Rufus dans ses bras. « Madame, peut-on emmener Rufus chez vous, oncle Thomas ?» demanda-t-elle avec espoir. Thomas jeta un coup d'œil à Margot qui rit doucement. « Rufus est un chat errant que j'ai recueilli. Il va et vient à sa guise. Je soupçonne qu'il trouverait son chemin vers votre maison si les filles y étaient. » Thomas sourit. « Je pense que nous pouvons trouver une place pour un chat. » Le sourire qui illumina le visage de Lucie valait bien n'importe quel inconvénient que le chat pourrait causer dans sa vie ordonnée. « Viens voir les peintures de maman, » dit Lily en tirant la main de Thomas vers le mur où étaient exposées les œuvres de Claire. Thomas étudia chaque pièce avec attention. Il y avait des paysages, des portraits abstraits et celle qui le toucha le plus, une petite peinture de 2 filles se tenant la main sous un croissant de lune. « C'est nous, » expliqua fièrement Lily. « Maman disait que la lune nous protège, comme nos boucles d'oreilles, » ajouta Lucie en touchant le petit croissant accroché à son oreille. Thomas sentit en lui quelque chose d'inattendu monter, non pas seulement de la douleur ou de la culpabilité, mais un renouveau de détermination. Ces filles faisaient partie de Claire, un legs vivant du talent de sa sœur, qui était partie trop tôt. « Tu peux prendre quelques-unes de ces peintures ?» proposa Margot en s'approchant. Claire aurait voulu que les filles aient son œuvre autour d'elle. « Merci, » répondit Thomas. « Cela signifierait beaucoup. » Alors qu'il sélectionnait quelques peintures à emporter, Margot raconta à Thomas les dernières années de Claire, comment elle enseignait l'art à la bibliothèque communautaire, comment elle conservait chaque parfum pour que les filles puissent avoir des cours de musique, comment elle transformait les jours les plus simples en aventures remplies d'histoires et de jeux créatifs. « C'était une mère incroyable, » dit Margot. Les filles étaient le centre de son univers. « Est-ce qu'elle aurait voulu que je les prenne ?» demanda Thomas, une lueur d'insécurité dans le regard. C'était ce qu'elle souhaitait par-dessus tout, l'assura Margot. « J'ai trouvé des nouvelles de ton succès en ligne et j'étais si fière de toi, Thomas, » ajouta-t-elle. « On disait toujours que tu étais le plus intelligent de la famille. » Thomas secoua la tête. Claire était l'artiste, le vrai talent. Vous aviez toutes les deux des dons, commenta Margot. Vous avez juste suivi des chemins différents.
Alors que les filles aidaient Margot à emballer quelques peintures de Claire, Thomas regarda autour de lui la maison simple et accueillante où sa sœur avait trouvé un peu de réconfort dans ces dernières années. Combien tout aurait été différent s'ils étaient restés en contact, s'il avait connu ses nièces depuis leur plus tendre enfance, si Claire lui avait parlé de sa maladie à temps. La culpabilité était un poids familier, mais désormais quelque chose d'autre se profilait, une chance de rédemption à travers ses filles. Thomas jeta un regard aux filles, si petites et vulnérables, mais portant la même détermination que Claire avait. « Vous pouvez venir quand vous voulez », dit Margot alors qu'il s'apprêtait à partir, avec les peintures et quelques effets de Claire soigneusement placés dans le coffre de la voiture. « Ma porte vous sera toujours ouverte. » « Merci de vous être occupé d'elle, dit Thomas, la gratitude débordante dans la voix, et d'avoir pris soin de Claire. Margot sourit, les yeux embués de larmes. « C'était un honneur. Claire a illuminé ma vie, tout comme ses filles. Prends bien soin d'elle, Thomas. »« Je le ferai, » promit-il, et jamais il n'avait été aussi sûr de rien dans sa vie. Sur le chemin du retour, avec Lucie et Lily fredonnant sur la banquette arrière, Thomas garda une main dans sa poche où reposait la note de Claire. La lune avait trouvé son chemin vers la maison, tout comme Claire l'avait prédit. Maintenant, il lui appartenait de veiller à ce que ses filles aient la maison sûre et aimante qu'elles méritaient. La culpabilité du temps perdu était toujours là, mais avec elle naissait l'espoir, la chance de faire les choses autrement, d'honorer la mémoire de Claire en étant l'oncle que ses filles auraient dû avoir depuis le début, une seconde chance qu'il ne gâcherait pas. Thomas regarda l'email sur son téléphone pour la 3e fois, comme si les mots pouvaient changer à chaque lecture, mais ils étaient clairs et définitifs. Monsieur Miller, les résultats du test ADN confirment une relation de premier degré entre vous et les 2 mineurs, Lucie et Lily Miller. La probabilité d'une relation oncle-nièce est supérieure à 99,9%. Les résultats complets sont joints à cet email. 3 jours s'étaient écoulés depuis la visite chez Margot. Thomas avait utilisé ces relations pour accélérer le test ADN, non pas parce qu'il doutait que les filles soient les enfants de Claire, mais parce qu'il savait qu'il lui faudrait une preuve concrète pour officialiser la garde. Assis dans son bureau, la maison étonnamment bruyante à cause des jeux de Lucie et Lily à l'étage, Thomas ressentit une étrange sensation de soulagement. Ce n'était pas seulement la confirmation de ce qu'il savait déjà dans son cœur, c'était la validation scientifique que ses filles faisaient bien partie de lui, de Claire. « Monsieur » intervint la voix de mademoiselle Patterson, la gouvernante qu'il avait engagée à la hâte pour s'occuper des filles, il demande s'ils peuvent dîner sur la véranda ce soir, quelque chose à propos d'observer les étoiles. Thomas sourit. Dans quelques jours, les jumelles auront complètement transformé la routine de la maison. Bien sûr, pourquoi pas leur dire que je serai là dans quelques minutes. J'ai quelque chose d'important à discuter. Lorsque madame Patterson quitta la pièce, Thomas regarda la photo de Claire posée sur son bureau, l'une de celles qu'ils avaient ramenées de chez Margot, où Claire souriait, les bras autour de ses filles quand elles étaient plus jeunes, peut-être 4 ou 5 ans. « Tu serais fier d'elles » murmura-t-il en regardant l'image de sa sœur. « Elles sont incroyables, Claire, tout comme toi. » Thomas rangea son téléphone dans sa poche et monta à l'étage, dans le manoir qui, autrefois vide et froid, grouillait désormais de vie, dessins collés sur le frigo, petites chaussures éparpillées dans le couloir, rire résonnant dans des pièces autrefois silencieuses. Il trouva les filles dans la pièce qu'elles avaient choisie, la plus grande chambre d'amis, dotée d'une grande fenêtre donnant sur le jardin. Thomas avait repeint les murs d'un bleu doux et acheté 2 lits assortis, bien que les filles insistent pour dormir ensemble dans le même lit la plupart des nuits. Lucie dessinait sur le sol, des crayons de couleur éparpillés autour d'elle, tandis que Lily feuilletait un album de photographies trouvé dans la bibliothèque de la maison. « Thomas », dit Lucie en frappant légèrement la porte entr'ouverte, « puis-je entrer ?» Elles levèrent toutes 2 les yeux en même temps, un geste synchronisé qui le fascinait encore. « Oncle Thomas », s'exclama Lucie en se levant précipitamment, « regarde ce que j'ai dessiné. » Elle lui montra un dessin coloré représentant 3 silhouettes se tenant la main sous un ciel étoilé. Thomas se reconnut, lui et les filles, immédiatement. « C'est magnifique, Lucie, » dit-il sincèrement, admirant le talent évident qu'elle avait hérité de sa mère. « Peut-on vraiment dîner dehors » demanda Lily, toujours pragmatique. « Madame Patterson dit qu'elle doit confirmer avec toi » ajouta-t-elle. « Bien sûr » répondit Thomas en s'asseyant au bord de l'un des lits. « En fait, je pensais que nous pourrions tous les 3 dîner là-bas. J'ai une nouvelle à vous annoncer. » Les filles échangèrent des regards, cette communication silencieuse à laquelle elles excellaient. « Est-ce une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle » demanda Lily, l'inquiétude dans la voix. Thomas sourit pour la rassurer. « Une très bonne nouvelle » affirma-t-il. «
Environ une demi-heure plus tard, les trois étaient assises sur la grande véranda qui enveloppait une partie du manoir. Le dîner aux pâtes à la sauce tomate et le plat préféré des filles étaient servis sur une vieille table en bois rustique que Thomas utilisait rarement avant leur arrivée. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. « Regarde, Lily !» s'exclama Lucie en pointant avec excitation vers l'horizon, les couleurs ressemblent à l'une des peintures de coucher de soleil de maman. Thomas remarqua qu'encore une fois, même dans les moments les plus simples, le souvenir de Claire était présent. Il prit une profonde inspiration, conscient que c'était le bon moment pour la conversation qu'il avait préparée. « Les filles, commença-t-il une fois le repas terminé, vous souvenez-vous du jour où nous nous sommes rencontrés, quand je vous ai parlé des boucles d'oreilles que j'avais offertes à votre maman ?» Elles hochèrent instinctivement la tête, touchant les boucles d'oreilles en forme de croissant de lune qu'elle portait. « Dès cet instant, j'ai su que vous étiez les enfants de ma sœur, je le voyais dans vos yeux, dans vos manières. Mais pour que nous restions officiellement ensemble, j'avais besoin d'une preuve, de quoi convaincre les autres. »« Comme une preuve ?» demanda Lily, toujours attentive. « Exactement, » confirma Thomas. « C'est pour cela que nous avons fait ce test. Vous vous souvenez, quand une infirmière est venue ici et a prélevé un peu de salive à chacun d'entre nous ? C'était amusant, » commenta Lucie, évoquant le léger chatouillement du prélèvement. Thomas sourit. « Eh bien, j'ai reçu les résultats aujourd'hui, » dit-il en s'arrêtant pour regarder les visages attentifs des filles. Même si elles étaient si jeunes, elles semblaient comprendre l'importance de cet instant. « Le test ADN confirme ce que nous savions déjà. Vous êtes mes nièces, les filles de ma sœur Claire. Nous sommes officiellement une famille. » Lucie sourit immédiatement, tandis que Lily resta sérieuse, traitant l'information. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-elle. « Allons-nous rester avec moi pour toujours ?» Thomas sentit le poids de cette question simple. « Pour toujours » répondit-il avec conviction. « Ces filles ont besoin de stabilité. Oui, je vais demander la garde légale. Je serai responsable d'elles. Ceci sera votre maison, de façon permanente. » Lucie se leva et s'approcha de Thomas, s'arrêtant à côté de lui. « Donc, tu es vraiment notre oncle, pas seulement parce que tu connaissais maman. »« Je suis ton véritable oncle, » confirma-t-il. « Le frère de votre maman, et maintenant que nous avons cette preuve, personne ne pourra nous séparer. » Lily se détendit enfin, un geste presque imperceptible de soulagement. « Alors nous n'avons plus à avoir peur, » dit-elle, avec une voix qui paraissait plus jeune que son âge, rappelant à Thomas que, malgré sa maturité forcée, Lily restait une enfant. Thomas se leva et s'agenouilla devant elle pour pouvoir les regarder dans les yeux. « Vous êtes en sécurité avec moi désormais ?» promit-il d'une voix à la fois ferme et douce. « Je prendrai soin de vous, je vous protégerai, et ensemble nous nous souviendrons de votre maman chaque jour. » Lily fut la première à se rapprocher, en enveloppant Thomas de ses petits bras autour du cou. Lucie se joignit aussitôt, et les trois restèrent ainsi, enlacés dans un silence complice, tandis que les derniers rayons du soleil disparaissaient à l'horizon. À cet instant, Thomas sentit naître quelque chose qui dépassait l'ADN, la preuve scientifique ou les documents légaux. C'était un engagement scellé dans le silence de cette étreinte, dans les larmes de Lucie qu'elle ne cachait pas comme Lily, qui pour la première fois se montrait véritablement vulnérable. Une fois qu'ils se séparèrent, Thomas remarqua que les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. « Regarde, » dit Lucie en pointant vers le ciel, « la lune se lève. » Et il y avait là, un croissant de lune diffusant une douce lueur nocturne, comme les boucles d'oreilles qui reliaient les filles à leur mère, et désormais à leur oncle. « Maman disait que la lune nous trouve toujours, peu importe où nous sommes, » commenta Lily, sa voix plus légère. « Elle avait raison, » acquiesça Thomas en regardant le ciel. « Certains liens sont trop forts pour être brisés, même quand les gens sont éloignés, comme nous trois maintenant. »« Exactement, nous trois, » conclut Lucie. Plus tard, après avoir couché les filles, Lucie suppliant pour « juste une histoire de plus » et Lily vérifiant une dernière fois que les fenêtres étaient bien fermées, Thomas retourna seul sur la véranda. Le croissant de lune était haut dans le ciel, baignant le jardin de sa lueur argentée. Il sortit la lettre de Claire, qu'il emportait désormais partout avec lui, et relut la phrase qui l'avait le plus touché. « Ces boucles d'oreilles ramèneront mes filles à mon frère. Même si je ne peux revenir, la lune saura le chemin du retour. » Claire avait eu raison, les filles avaient trouvé leur chemin jusqu'à lui. Guidé par ces boucles d'oreilles en croissant de lune, par un lien qui transcendait le temps et la distance, le test ADN n'avait fait que confirmer ce que son cœur savait dès le moment où il avait vu Lucie et Lily au marché. Elle faisait partie de Claire, de lui, de sa famille. Et pour la première fois depuis de nombreuses années,
Thomas sentit qu'il était exactement là où il devait être. Thomas fouillait dans les cartons du grenier depuis près d'une heure. La poussière dansait dans les rayons de soleil qui traversaient la petite fenêtre, le faisant éternuer de temps en temps. Il savait que, quelque part, se trouvait l'album photo qu'il avait emporté lorsqu'il avait emménagé dans le manoir. À l'époque, il ne pouvait se résoudre à se séparer des souvenirs, malgré toutes les blessures causées par la fracture familiale. « C'est ça, il le faut », murmura-t-il, en sortant une boîte en carton sur laquelle était inscrit à la main « personnel ». Il descendit soigneusement les escaliers du grenier avec la boîte et la porta à son bureau. Les filles jouaient dans la cour avec Madame Patterson, profitant d'un après-midi ensoleillé que Thomas pouvait apercevoir par la fenêtre. Il les voyait courir sur l'herbe, poursuivant des bulles de savon que la gouvernante soufflait. Il était surprenant de constater qu'en seulement 2 semaines, sa vie avait complètement changé. Le manoir, qui autrefois lui semblait lugubre, pulsait maintenant de vie. Les corridors silencieux résonnaient désormais de pas précipités et de rires, et lui-même, Thomas Miller, le milliardaire réservé qui vivait pour son travail, se retrouvait à éteindre son ordinateur plutôt pour aider aux devoirs ou simplement s'asseoir dans le jardin et écouter les histoires fantastiques de Lucie. Assis à son bureau, il ouvrit la boîte placée sur le dessus et y trouva ce qu'il cherchait, un album photo en cuir brun usé sur les bords. Il ne l'avait pas ouvert depuis des années, mais désormais il avait un but. Lentement, il feuilleta les pages, revivant des moments figés dans le temps. Thomas et Claire, enfants, jouant sur la plage, tous 2 adolescents devant leur école. Claire lors de sa remise de diplôme au lycée, rayonnante et pleine d'espoir. Thomas s'arrêta à la dernière photo, lui et Claire dans le jardin de leurs parents, quelques semaines avant son départ. Elle souriait, ses yeux débordant de cette détermination qu'il reconnaissait désormais chez ses nièces. Prudemment, Thomas retira cette photo de l'album. C'était celle qu'il voulait montrer aux filles. Il la plaça dans un simple cadre argenté qu'il gardait vide sur son bureau, comme s'il avait inconsciemment toujours attendu qu'une photo spéciale le remplisse. Plus tard, après le dîner, pendant que les filles se préparaient pour leur bain, Thomas apporta la photo encadrée dans leur chambre. « J'ai quelque chose à vous montrer », dit-il en s'asseyant au bord du lit, où Lucie, déjà en pyjama, se brossait les cheveux, et Lily, toujours plus organisée, pliait soigneusement ses vêtements avant de les mettre dans le panier à linge. Les 2 regardèrent l'objet dans les mains de Thomas avec curiosité. « Qu'est-ce que c'est » demanda Lucie en se rapprochant. « Une vieille photo », répondit Thomas, « d'avant que vous ne naissiez. » Il retourna le cadre pour qu'elle puisse voir. Elles se penchèrent, les yeux fixés sur l'image un moment, dans un silence complet. « C'est toi », dit enfin Lily en désignant le jeune Thomas sur la photo, « et cette autre personne, c'est… » Lucie inclina la tête, comme pour déchiffrer une énigme. « C'est maman », murmura-t-elle presque, sa voix tremblante. « On dirait notre maman, mais plus jeune. » Lucie prit le cadre des mains de Thomas, étudia la photo de plus près et observa en souriant. Elle sourit de la même manière qu'elle nous souriait. Elle passa ses petits doigts sur le visage de Claire sur la photo. Thomas sentit une boule monter dans sa gorge. C'était la première fois qu'elle faisait vraiment le lien entre la mère qu'elle connaissait et l'adolescente qui avait été la sœur de Thomas, comme si 2 mondes séparés se rejoignaient enfin. « Quand cette photo a-t-elle été prise » demanda Lily, toujours curieuse des détails. « Juste avant que ta maman ne quitte la maison pour suivre son rêve d'être artiste » expliqua Thomas. « Elle venait d'avoir 19 ans. Maman nous avait dit qu'elle était partie très jeune. Elle disait que c'était effrayant au début, mais que ça en valait la peine, parce qu'elle pouvait peindre ce qu'elle voulait, » ajouta Lucie. « Elle parlait aussi de toi parfois » ajouta Lily en regardant directement Thomas. Elle disait avoir un frère qui dessinait mieux que quiconque à l'école. Thomas rit, surpris. « J'ai bien dessiné, oui, pas autant que Claire, mais j'ai réussi. C'est comme ça que j'ai commencé à développer le logiciel de design de mon entreprise. » « En fait, est-ce que tu dessines encore » demanda Lucie, soudain intriguée. « Moins qu'avant, » admit Thomas, « mais je sais toujours dessiner. »« Est-ce que tu veux dessiner avec nous demain » demanda-t-elle, les yeux brillants d'anticipation. « Bien sûr, » répondit Thomas avec un sourire. « On dessinera après le petit déjeuner. » Ce soir-là, en les bordant, Thomas remarqua que la photo encadrée avait désormais une place d'honneur sur la table de chevet, entre leurs 2 lits. « Pour que nous nous souvenions que maman fut aussi une enfant, » expliqua Lily en suivant le regard de Thomas, « et que vous étiez amis, meilleurs amis. » Thomas dit doucement, « Ta maman était ma meilleure amie. » Les jours suivants, Thomas découvrit une nouvelle routine qui s'instaurait. Les matins commençaient plus tôt que d'habitude, avec Lucie entrant en douce dans sa chambre, suivie de Lily qui chuchotait,
il faut attendre qu'il se réveille. Les petits déjeuners devinrent des moments de conversation animés. Thomas apprit que les filles adoraient les pancakes, surtout quand il y dessinait des visages souriants avec du sirop d'érable, un talent qu'il ne soupçonnait pas avoir jusqu'à ce que Lucie le défie de faire un pancake en forme de chat. Les matins étaient souvent réservés aux études. Thomas avait engagé un professeur particulier pendant qu'il s'occupait des démarches pour les inscrire à l'école le semestre prochain. Les après-midi étaient plus détendus entre les dessins sur la véranda, les explorations du jardin ou les cours de natation dans la piscine de la propriété, que les filles adoraient. Au fil de ces après-midi paisibles, Thomas apprit vraiment à connaître ses nièces. Lucie, extravertie et imaginative, inventait toujours des histoires élaborées sur des princesses astronautes ou des dragons qui créaient des bibliothèques. Ses dessins explosaient de couleurs et de formes insolites, et son rire était contagieux. Lily, en revanche, observait davantage qu'elle ne parlait. Ses dessins étaient minutieux, détaillés, souvent des représentations réalistes de ce qui l'entourait. Elle aimait lire et démontrait un talent naturel surprenant en mathématiques, ce qui impressionnait le professeur particulier. Bien que plus réservé, Thomas remarqua en elle un sens subtil de l'humour qui surgissait à l'improviste. Un après-midi, alors qu'elle peignait sur la grande table extérieure, Lucie dit : « Maman disait que nous étions comme le soleil et la lune. Moi, je suis le soleil parce que je parle beaucoup, et Lily est la lune parce qu'elle garde des secrets. » Lily roula les yeux mais sourit. Maman disait que nous avions chacune un peu de soleil et de lune, mais en proportions différentes. Thomas, qui essayait de dessiner un cheval à la demande de Lucie, regarda ses nièces avec admiration. Claire a fait un travail incroyable en élevant ces deux filles si différentes et pourtant si liées. Ta maman était très sage, dit-il. Elle était futée, acquiesça Lucie. Elle savait cuisiner avec presque rien quand l'argent était compté, et inventait des jeux pour qu'on ne remarque pas le froid quand le chauffage tombait en panne. C'était comme ça, ajouta Lily. À travers ces commentaires anodins du quotidien, Thomas commença à reconstituer la vie que Claire avait menée avec ses filles. Ce n'avait pas été facile, c'était évident, il y avait eu des périodes difficiles financièrement, des jours sans chauffage adéquat, des factures impayées, mais il y avait aussi une abondance de créativité, d'amour et de leçons de vie. Les soirées apportaient un nouveau rituel, des parties de cartes ou de jeux de société après le dîner, suivis de contes avant de dormir. Thomas découvrit qu'il était un excellent conteur, quelque chose dont il n'avait jamais eu conscience avant de voir à quel point les filles écoutaient attentivement ses histoires improvisées. Maman nous lisait toujours chaque soir, se souvint Lily. Une fois, quand tu as refermé le livre que nous lisions, même fatigué après une longue journée d'enseignement, tu t'es endormi au milieu de l'histoire, et nous avons dû te réveiller parce qu'elle te faisait trop rire, ricana Lucie. Profitant de l'occasion pour en savoir plus sur la vie de Claire, Thomas demanda : « Dis-moi, comment était-elle vraiment ? » « Eh bien, répondit Lily, elle enseignait l'art à la bibliothèque et dans 2 écoles, vendait ses peintures le week-end à la foire, et peignait des fresques sur les murs des maisons. » Lucie ajoutait qu'elle les appelait des fresques. Elle était talentueuse, intervint Thomas. C'est ce que tout le monde disait, confirma Lily. Maman disait qu'être artiste, c'était choisir entre la célébrité et la subsistance, et qu'elle préférait que nous mangions correctement, décrivit-elle. Ces difficultés faisaient mal au cœur de Thomas. Il imaginait Claire peinant pour subvenir aux besoins de ses filles, tandis que lui accumulait des millions, un contraste douloureux à contempler. Mais les filles ne racontaient pas seulement les moments difficiles, elles évoquaient aussi des pique-niques surprises organisés par Claire lors des journées ensoleillées, des sessions de peinture sur de vieux draps dans la cour de l'appartement, des soirées dansantes dans le salon avec la musique à fond. Maman disait que le fait d'être pauvre financièrement ne signifie pas être pauvre en bonheur, se souvint Lucie un soir, alors que Thomas l'abordait. Elle ajouta que, malgré ses soucis pour les factures, maman réussissait toujours à les faire rire. Au fil des semaines, Thomas remarqua des changements non seulement chez les filles, qui semblaient plus sereines et détendues, mais aussi en lui. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment présent, connecté à quelque chose de plus grand que son travail ou sa fortune. Sans s'en rendre compte, Thomas se mit à rire davantage. Un rire qui résonnait désormais dans toute la maison, se mêlant aux éclats de rire des filles. Ses nuits, autrefois agitées et souvent soutenues par des médicaments, devinrent plus profondes et reposantes. Les migraines qui le tourmentaient depuis des années s'atténuèrent. Un matin, en préparant des pancakes avec les filles, Thomas se surprit à fredonner. « Chantes-tu comme maman ?» s'étonna Lily. « Tu as remarqué que je chante la même chanson que maman ?» observa-t-elle. Thomas s'arrêta, spatule en main. «
C'était Dream a Little Dream, la même chanson que ma mère nous chantait à moi et à Claire quand nous étions enfants, la préférée de Claire, dit-il, submergé par l'émotion. Notre maman nous la chantait quand nous étions petits, ajouta Lucie, les yeux grands ouverts à l'idée d'une famille plus nombreuse. Thomas acquiesça, réalisant qu'il n'avait pas encore parlé des grands-parents des filles, une conversation pour une autre fois. Pour l'instant, il voulait savourer ce lien inattendu par la musique. Les jours prirent une nouvelle cadence. Thomas réorganisa son emploi du temps, déléguant davantage de tâches et assistant à moins de réunions pour être présent pour les filles. Son assistante personnelle fut surprise par ce changement, mais Thomas découvrit qu'il pouvait être tout aussi efficace en moins d'heures lorsqu'il était fortement motivé à finir son travail et à rentrer chez lui. Le mot « maison » avait pris un nouveau sens. Le manoir, autrefois un simple lieu de repos entre des marathons de travail, était désormais vivant. Les dessins des filles ornaient le frigo, des aimants colorés les épinglaient, des jouets apparaissaient aux endroits les plus inattendus, et les repas se transformaient en moments de conversation et de rire, plutôt qu'en de simples nécessités biologiques entre deux vérifications d'email. Un soir, environ un mois après l'arrivée des filles, Thomas les trouva dans son bureau, contemplant la photo encadrée qu'il gardait désormais sur son bureau, celle qu'il leur avait montrée quelques semaines auparavant. « Tu cherches quelque chose ?» demanda-t-il. Lucie secoua la tête. « C'est étrange de penser que toi et maman étiez enfants une fois, comme nous. Tout adulte fut un jour un enfant, » répondit Thomas en s'approchant. « Même ceux qui semblent sérieux et ennuyeux ne le sont pas, » intervint rapidement Lucie, « tu es juste parfois occupé. » Thomas sourit, touché par sa défense. « Maman disait que tu étais drôle quand tu étais enfant, » ajouta Lily, toujours fixée sur la photo. « Tu imitais les professeurs et la faisais rire jusqu'à en avoir mal au ventre, vraiment ?» demanda Thomas, sincèrement surpris. Lily hocha la tête. Elle racontait beaucoup d'histoires sur vous deux à son anniversaire, c'était sa manière de garder les bons souvenirs vivants. Cette nuit-là, après que les filles furent endormies, Thomas s'assit sur la véranda en regardant les étoiles. Il pensa à Claire, aux histoires qu'elle avait partagées avec ses filles, aux efforts qu'elle avait déployés pour conserver leurs précieux souvenirs malgré tout, et il réalisa qu'à travers elle, Claire avait trouvé un moyen de les reconnecter, de ramener le Thomas qu'il avait été autrefois, le garçon qui imitait les professeurs et dessinait des bandes dessinées, le frère qui protégeait sa sœur des brutes à l'école, l'adolescent qui rêvait de créer de belles choses utiles sans les pressions parentales, sans le poids des attentes sociales, sans l'armure qu'il avait construite autour de lui au fil des ans. Thomas ressentit enfin ce qu'il avait oublié, la légèreté. Ce mot le frappa comme une révélation. La légèreté, c'était ce que Claire avait toujours possédé, même dans les moments difficiles où la capacité de trouver de la joie dans les petites choses, de transformer l'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. C'était ce qu'elle avait appris à ses filles, et sans s'en rendre compte, elle lui enseignait désormais à lui. Il regarda la maison illuminée derrière lui, non plus un simple manoir, mais une maison bâtie non pas par les millions qu'il avait dépensés pour l'acheter et la décorer, mais par le son de petits pas courants dans les couloirs, l'odeur des pancakes le matin, les histoires du soir, les rires partagés lors des parties de jeux de cartes, les dessins colorés sur le frigo, une maison façonnée par 3 personnes apprenant à être une famille. Le bureau de l'avocat de Thomas conservait cette atmosphère typique des milieux juridiques, bois sombre, livres reliés en cuir, l'odeur subtile du papier et de l'encre. Robert Geller, un homme dans la cinquantaine aux cheveux grisonnants et aux lunettes à monture fine, triait des documents sur le bureau pendant que Thomas attendait anxieusement. « Les papiers de garde sont presque prêts », annonça Robert en ajustant ses lunettes. « Le test ADN confirme le lien de parenté. Nous avons les déclarations de Mademoiselle Laine et de l'assistante sociale qui a visité votre maison la semaine dernière. Tout est en ordre. » Thomas ressentit un bref soulagement. Au cours des 6 dernières semaines, les filles étaient devenues le centre de sa vie. L'idée de finaliser la garde le rassurait, c'était la confirmation que Lucie et Lily resteraient avec lui. « Combien de temps encore ?» demanda-t-il, se penchant en avant dans sa chaise. « Normalement, nous aurions une audience devant un juge dans environ 2 semaines, répondit Robert, bien que son ton laissait entendre qu'il y avait autre chose. À ces mots, l'estomac de Thomas se noua. Il savait trop bien ce qui allait suivre. Prenant une profonde inspiration, il poussa Robert à continuer. Robert retira ses lunettes et les posa sur le bureau. Nous avons reçu une contestation. Un homme nommé Eric Donovan a déposé une réclamation officielle en alléguant être le père biologique des filles et en demandant la garde. Le sang de Thomas sembla se glacer dans ses veines. Le nom ne lui était pas complètement étranger ou Margot l'avait évoqué brièvement, sans que cela ne paraisse réellement menaçant à l'époque. « Que savons-nous de lui ?»
demanda Thomas, gardant sa voix aussi calme que possible. Robert ouvrit un autre dossier. Mes enquêteurs ont effectué une vérification préliminaire. Eric Donovan, 38 ans, musicien indépendant, avec un passé d'emploi instable, quelques démêlés avec la police pour trouble à l'ordre public, 2 accusations de violence domestique qui ont été abandonnées avant le procès, ainsi que quelques contraventions pour ivresse publique. Il marqua une pause. Pas vraiment un père modèle, mais peut-il contester ma garde, demanda Thomas, l'inquiétude se lisant dans sa voix. Légalement, oui, s'il est prouvé qu'il est le père biologique, il a des droits. Mais, vu son passé et le fait qu'il n'a apparemment jamais participé à l'éducation des filles, nous avons de solides arguments contre lui. Thomas passa la main dans ses cheveux, frustré. Il ne s'était jamais soucié d'elle. Pourquoi maintenant? Robert lui jeta un regard complice. Tu es un homme riche, Thomas, et tu n'as pas été très discret quant à ton souhait de laisser une part importante de ta succession à tes nièces. L'implication était claire, il ne s'agissait pas des filles, mais plutôt de l'argent qui pourrait les accompagner. Quelles sont nos prochaines étapes? Demanda Thomas, adoptant le mode de résolution de problèmes qu'il avait rendu prospère en affaires. Nous demanderons une audience préliminaire dès que possible. En attendant, les filles resteront chez toi sous tutelle temporaire. Il nous serait utile d'avoir plus d'informations sur la relation de cet homme avec Claire et les enfants, témoins, documents, tout ce qui confirmerait ce que nous soupçonnons, qu'il était un père absent et potentiellement abusif. Thomas acquiesça, son esprit déjà en train d'explorer les possibilités. Margot serait une témoin clé. Peut-être que des voisins de l'ancien appartement de Claire pourraient témoigner de quelque chose, et les filles? Demanda-t-il. Vont-elles devoir témoigner? Possiblement, puisqu'elles sont assez grandes pour exprimer leurs préférences, le juge pourrait vouloir les entendre, bien que cela se fasse habituellement dans un cadre privé, pas en audience publique. L'idée que Lucie et Lily doivent affronter un tribunal, même dans des conditions protégées, faisait naître en Thomas un instinct protecteur encore plus fort. « Je ferai tout ce qu'il faut », déclara-t-il en se levant, « cet homme ne les emportera pas. » Et ce soir-là, en rentrant chez lui, Thomas essaya de maintenir une apparence de normalité. Les filles n'avaient pas besoin de connaître cette menace pour le moment, pensa-t-il, jusqu'à ce que cela devienne absolument nécessaire, mais les enfants sont perceptifs, surtout ceux comme Lucie et Lily qui avaient appris dès le plus jeune âge à déchiffrer les humeurs des adultes pour naviguer dans des eaux incertaines. « Tu agis différemment », observa Lily pendant le dîner, ses yeux vifs scrutant le visage de Thomas. « Juste fatigué », répondit-il en forçant un sourire. « Longue journée. » Lucie, qui dessinait quelque chose au ketchup sur son burger, leva les yeux. « Tu es inquiet. Ton front se plisse quand tu es inquiet. » Thomas laissa échapper un véritable rire de surprise. « Vous êtes détective maintenant ?» Maman disait toujours qu'il fallait faire attention aux détails, expliqua Lily. Les gens en disent plus avec leur visage qu'avec leur bouche. La mention de Claire ramena Thomas à la réalité de la situation. Peut-être valait-il mieux en parler plutôt que de les laisser imaginer des scénarios pires. Après le dîner, alors qu'ils étaient assis dans le salon à regarder un film, Thomas mit la télévision en pause. Les filles se tournèrent vers lui, curieuses. « J'ai besoin de vous dire quelque chose, » commença-t-il. « C'est à propos du processus de garde, pour que vous puissiez officiellement vivre avec moi pour toujours. »« Il y a un problème », demanda immédiatement Lily, son intuition toujours aussi aiguisée. Thomas prit une profonde inspiration. « Il y a une complication, un homme a déposé une réclamation affirmant qu'il est votre père et qu'il veut la garde. » L'effet fut immédiat. Lucie pâlit, les yeux écarquillés de pure panique. L'expression de Lily se durcit, ses petits poings se serrant à ses côtés. « Eric, Lily » dit-elle en crachant pratiquement le nom. Thomas acquiesça, surpris. « Tu connais donc son nom » dit-il. Lucie se rapprocha de Lily sur le canapé, comme cherchant protection. Lily fut celle qui répondit, d'une voix plus grave que Thomas n'avait jamais entendue. « Maman disait toujours qu'il était mauvais. Nous avions peur de lui, c'est pourquoi elle s'est enfuie. » Thomas ressentit une vague de colère en entendant ces mots, l'image de Claire fuyant avec 2 petits-enfants pour les protéger d'un homme violent était presque insupportable. « T'a-t-il fait du mal » demanda-t-il en essayant de garder sa voix calme malgré la fureur qui montait en lui. Lucie secoua la tête. Il criait beaucoup, cassait des choses. Maman nous disait d'aller dans notre chambre et de verrouiller la porte, mais il ne restait jamais longtemps, ajouta Lily. Il arrivait, criait, demandait de l'argent, puis repartait. « Quand l'as-tu vu pour la dernière fois » demanda Thomas en essayant d'établir une chronologie. Les filles échangèrent des regards comme pour calculer. « J'avais 6 ans, dit Lucie. »
c'était mon anniversaire, il est venu ivre et a fracassé mon gâteau. La simplicité avec laquelle elle relata cette cruauté fit serrer le cœur de Thomas. Après cela, nous avons déménagé dans une autre ville, continua Lily. Maman disait que c'était pour nous éloigner de lui. Thomas acquiesça, traitant l'information. Donc, Claire avait fui, ce n'était pas seulement la pauvreté qui l'empêchait de nous contacter, elle avait peur, il ne s'est jamais soucié de nous. Lily poursuivit, sa voix calme malgré le tumulte évident, nous voulons rester avec notre oncle et tu resteras avec nous. Thomas les rassura en se mettant à genoux pour pouvoir les regarder dans les yeux. Je ferai tout ce que je peux pour m'en assurer, mais vous devez savoir qu'il pourrait y avoir des étapes difficiles. Vous pourriez devoir parler à un juge et lui parler de lui. Lucie se mordit la lèvre, visiblement effrayée par cette idée. Sera-t-il là? Pas dans la même pièce que vous, la rassura Thomas. Et je serai tout près tout le temps. Nous ne voulons pas aller avec lui, dit Lucie d'une voix tremblante. Il ne nous aime pas vraiment. Thomas ouvrit les bras et les deux filles se jetèrent immédiatement dans ses bras. Elles restèrent ainsi pendant un moment, un trio uni face à une menace extérieure. Je vous aime toutes les deux, dit Thomas, surpris de la facilité avec laquelle ces mots sortaient, et je vous protégerai, je vous le promets. Lorsqu'elles se détachèrent enfin, Lucie avait les yeux en larmes, mais Lily semblait avoir trouvé une nouvelle détermination. Nous devons parler à Margot, dit-elle. Elle sait comment il est, elle peut t'aider. Thomas acquiesça, impressionné par la lucidité de la fillette. J'ai déjà parlé avec elle. Margot témoignera en notre faveur. Ce soir-là, Thomas laissa les filles dormir dans sa chambre. Elles s'endormirent, blotties les unes contre les autres sur son grand lit, tandis qu'il restait éveillé dans un fauteuil à proximité, les regardant et réfléchissant. La menace d'Eric Donovan planait comme une ombre sur le bonheur qu'ils avaient construit au cours des dernières semaines, mais il y avait quelque chose dans la réaction des filles, leur confiance en lui, leur certitude qu'il les protégerait, qui renforçait la détermination de Thomas. Elles l'avaient choisi comme leur famille, et il ne les décevrait pas. Les jours suivants furent remplis de réunions avec des avocats, des travailleurs sociaux et des détectives privés. Thomas était déterminé à rassembler chaque élément de preuve contre Eric Donovan tout en essayant de maintenir une vie aussi normale que possible pour les filles. Les matins comprenaient toujours des pancakes et des après-midi de dessin, elles avaient toujours des cours de natation et jouaient dans le jardin, le soir apportait toujours des histoires et des câlins, mais une nouvelle urgence imprégnait chaque moment passé ensemble, comme si Thomas voulait s'assurer qu'elles accumuleraient suffisamment de souvenirs pour affronter n'importe quelle tempête qui pourrait survenir. Une semaine après la révélation au sujet d'Eric, Thomas trouva Lucie assise seule sur le porche, dessinant avec une intensité inhabituelle. « Que fais-tu, petite ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Lucie lui montra le dessin, 3 silhouettes se tenant la main devant une grande maison. « C'est nous, expliqua-t-elle, dans notre maison pour toujours. » Thomas sentit une boule se former dans sa gorge. « C'est un beau dessin, oncle Thomas, » dit Lucie en le regardant avec une maturité bien au-delà de ses 8 ans. « Tu ne nous laisseras pas partir, n'est-ce pas ? » « Jamais, » promit Thomas en lui passant un bras autour des épaules. « Vous êtes ma famille maintenant. » Lucie acquiesça, semblant satisfaite de cette réponse. « Si tu es le frère de maman, alors tu fais aussi partie de nous maintenant. » La simplicité et la profondeur de cette affirmation frappèrent Thomas comme une vague. Dans les yeux de Lucie, le lien était évident et indestructible. Il leur appartenait autant qu'il lui appartenait. Plus tard dans la journée, alors qu'il aidait Lily avec ses devoirs de mathématiques, il remarqua qu'elle le regardait avec cette expression pensive, indiquant qu'elle réfléchissait à quelque chose d'important. « Qu'y a-t-il, Thomas ? Tu es devenu triste quand tu as appris pour Eric, observa-t-elle, pas seulement à cause du processus, mais parce que tu pensais que nous pourrions être emmenés. » Thomas sourit de nouveau, impressionné par sa perspicacité. « Oui, je l'ai été. L'idée de vous perdre me fait vraiment peur. » Lily hocha la tête, comme pour confirmer quelque chose à elle-même. Maman disait toujours que la famille, c'est ceux qui prennent soin de nous, pas seulement ceux qui partagent notre sang. Elle avait raison, acquiesça Thomas. Comme toujours, merci de nous avoir retrouvés, dit doucement Lily. Maintenant, nous avons un foyer. Thomas sentit ses yeux se remplir de larmes non versées, c'était incroyable comme ces deux petits-enfants pouvaient exprimer de si grandes vérités avec une telle simplicité. Au fur et à mesure que les procédures judiciaires avançaient, la vie au manoir prit un nouveau rythme. Il y eut des moments tendus, surtout lorsque Thomas recevait des appels de son avocat à portée de voix des filles, mais il y avait aussi une nouvelle profondeur dans leur lien. Les filles commencèrent à partager plus ouvertement leurs souvenirs, tant bons que mauvais.
Thomas apprit les fois où Eric se présentait de façon inopinée, exigeait de l'argent, criait sur Claire et effrayait les filles. Il apprit comment Claire se plaçait toujours entre les filles et tout danger potentiel, comment elle avait appris à Lily à appeler la police si les choses dégénéraient. Mais maman était maligne, dit Lucie une nuit alors que les trois sirotaient un chocolat chaud sur le porche en regardant les étoiles. Elle trouvait toujours un moyen de le faire partir. Chaque révélation ne faisait que renforcer la détermination de Thomas à les protéger. En même temps, chaque jour passé ensemble, à dessiner, à rire, à créer de nouveaux souvenirs, renforçait le lien qu'ils partageaient. La procédure judiciaire serait longue. Il y aurait des témoignages, des évaluations, des bilans psychologiques. L'ombre d'Eric Donovan planait sur eux comme une menace constante, mais à l'intérieur du manoir qui était désormais devenu véritablement un foyer, quelque chose de plus grand que la peur grandissait. Une routine bâtie sur une affection sincère, un sentiment d'appartenance qui transcendait les documents juridiques ou les liens biologiques. Une famille qui avait retrouvé le chemin. Les uns vers les autres malgré toutes les difficultés. Et tandis que Thomas regardait les filles dormir cette nuit-là, il se fit la promesse silencieuse à Claire, aux filles et à lui-même qu'aucune ombre du passé ne serait assez forte pour défaire ce qu'ils avaient construit ensemble. 3 semaines après la décision du tribunal, Thomas se tenait dans ce qui avait été son bureau secondaire, supervisant le déménagement des derniers meubles. La pièce était grande, avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur le jardin, mais elle avait été utilisée au fil des années uniquement pour stocker des dossiers ou pour recevoir occasionnellement un client qui préférait un espace moins formel que le bureau principal. « Oui, emmenez tout en entrepôt », ordonna-t-il aux travailleurs qui déchargeaient les étagères et les bureaux, « sauf cette grande table en bois, laissez-la. » Une fois le dernier déménageur parti, Thomas se retrouva seul dans l'espace vide. Il marcha sur le sol en bois, en ressentant sa solidité sous ses pieds, la lumière naturelle inondant la pièce et créant des motifs sur le sol. C'était parfait. L'idée lui était venue il y a quelques jours lorsqu'il avait trouvé Lucie dessinant dans le couloir. Selon elle, j'ai besoin de plus d'espace pour dessiner toute la forêt. Thomas réalisa que les filles avaient besoin d'un espace adéquat pour leur créativité, quelque chose comme ce dont Claire avait toujours rêvé. Surprise, annonça-t-il ce soir-là, guidant Lucie et Lily dans le couloir les yeux bandés, vous pouvez maintenant regarder. Les filles retirèrent leurs bandeaux et regardèrent autour d'elles, initialement confuses par cet espace presque vide. C'est ton petit bureau, nota Lily en fronçant les sourcils, mais tous les trucs ont disparu. Thomas sourit. Ce n'est plus un bureau, à partir d'aujourd'hui, c'est votre studio d'art. Les yeux des jumelles s'écarquillèrent en une prise de conscience simultanée. Un studio rien que pour nous, demanda Lucie, incrédule. Juste pour nous trois, corrigea Thomas. J'ai pensé que nous pourrions créer ensemble. Cela fait longtemps que je n'ai pas vraiment dessiné ou peint. Lily se tourna lentement, examinant l'espace avec son regard analytique. C'est presque comme le studio que maman disait qu'elle aurait un jour, murmura-t-elle. Thomas ressentit une douleur dans la poitrine. C'est ce qui m'a inspiré. Ta mère a toujours voulu un endroit comme celui-ci. Dans les jours qui suivirent, la pièce subit une transformation. Thomas engagea des personnes pour installer des étagères, des panneaux de liège sur les murs et un éclairage spécial pour imiter la lumière naturelle lors des jours nuageux. Ensemble, ils choisirent des peintures, des pinceaux, des toiles, du papier, de l'argile, des tissus et une multitude d'autres matériaux. Nous n'avons jamais eu autant de choses avec lesquelles créer, dit Lucie en organisant le matériel. Maman économisait toujours pour acheter des fournitures, mais ne pouvait jamais en acheter beaucoup. Maintenant, vous avez tout ce dont vous avez besoin, dit Thomas, et vous pouvez essayer tout ce que vous voulez. Lors du premier après-midi officiel dans le nouveau studio, Thomas fut surpris de l'enthousiasme qu'il ressentait. Cela faisait des années qu'il n'avait pas pris un pinceau ou un crayon simplement pour créer quelque chose sans but commercial. Ses talents artistiques avaient été canalisés dans le développement de logiciels de design, mais le simple plaisir de mélanger les couleurs et de les appliquer librement avait été depuis longtemps abandonné. « Peignons le mur », proposa Lucie en désignant un grand panneau blanc que Thomas avait installé sur un mur. « Nous pouvons faire une gigantesque fresque. Qu'est-ce que vous voulez peindre ?» demanda-t-il en préparant déjà des plateaux de peinture. « Notre monde », répondit Lily avec cette gravité contemplative qui faisait parfois oublier à Thomas qu'elle n'avait que 8 ans. Et ainsi, ils commencèrent. Lucie attaqua la partie inférieure du mur avec des couleurs vibrantes, du vert pour l'herbe, du bleu pour un lac, des fleurs de toutes les teintes. Lily travailla de manière plus méthodique, créant un ciel détaillé avec des nuages réalistes et des nuées d'oiseaux. Thomas, au centre, relia les deux mondes avec des montagnes et des arbres,
suivant les indications occasionnelles des filles. Il nous faut une maison dans le tableau, dit Lucie en désignant un espace vide, une grande maison pour nous tous. Thomas dessina le contour d'une maison, non pas un manoir comme celui dans lequel il vivait, mais une maison confortable à 2 étages avec un grand jardin, le genre de maison que l'on verrait dans le dessin d'un enfant sur la famille et les gens. Lucie insista, nous 3, ajouta-t-elle. Lily, qui préférait généralement les paysages aux personnes, fut d'accord, et maman aussi. Dans le ciel, Thomas ressentit une nouvelle vague d'émotions en ajoutant 4 personnages au tableau, 3 au sol devant la maison et un 4e dans le ciel, se fondant dans les nuages et leur souriant de là-haut. Ils travaillèrent toute l'après-midi, perdus dans le processus créatif. Lorsqu'ils se reculèrent enfin pour admirer leur travail, ils étaient tous couverts de peinture sur le visage, les bras, les vêtements. « C'est la meilleure fresque du monde », déclara Lucie en sautant d'excitation. Thomas contempla leur création collective et ressentit une sorte de plénitude qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ce n'était ni parfait ni raffiné, ni quelque chose qui impressionnerait les critiques d'art, mais cela contenait quelque chose que aucune de ses réalisations professionnelles n'avait jamais eu, la joie pure de créer sans penser aux résultats ou au profit. Au cours des jours suivants, le studio devint le cœur de la maison. Les matinées étaient toujours consacrées aux leçons et Thomas travaillait encore quelques heures dans son bureau principal, mais les après-midi passés au studio étaient sacrés. Certains jours, il peignait, d'autres, il travaillait avec de l'argile, et d'autres encore, il réalisait des collages élaborés avec des matériaux recueillis dans le jardin. Bientôt, l'art commença à déborder du studio dans le reste de la maison. Un mobile que Lucie avait fabriqué fut accroché dans le hall d'entrée, un vase en céramique que Lily avait confectionné, étonnamment symétrique pour une enfant de son âge, trouva sa place sur la table à manger. De plus petits tableaux furent encadrés et disposés dans les couloirs. Le manoir, autrefois décoré avec des pièces choisies par des designers professionnels, retrouva désormais sa personnalité à travers ces objets imparfaits mais significatifs. « Votre maison a l'air différente », commenta Robert Palm, l'avocat, lors d'une visite pour finaliser certains documents. « Plus vivante. » Thomas sourit en jetant un coup d'œil au collage coloré que les filles avaient réalisé spécialement pour son bureau principal. Ce n'est plus seulement une maison, c'est un foyer. Le soir, l'odeur de la peinture, de l'argile et de la colle persistait dans l'air, se mêlant à l'arôme du dîner et aux mélodies de la musique qu'il jouait. Une nouvelle tradition s'était instaurée. Lucie insistait sur le fait que la nourriture avec de la musique avait meilleur goût. Thomas remarqua que le manoir, autrefois silencieux et ordonné, vivait maintenant dans une constante création et changement, tout comme les 3 d'entre eux. Un après-midi particulièrement inspiré, alors que Lily dessinait une carte imaginaire détaillée et que Lucie essayait la peinture au doigt, Thomas se retrouva à regarder ses nièces avec une sensation qu'il ne parvenait pas immédiatement à nommer. Ce ne fut que plus tard, alors qu'il lavait leurs mains couvertes de peinture dans le grand évier du studio, qu'il comprit ce qu'il ressentait, de la fierté. Pas la fierté qu'il avait ressentie en concluant de gros contrats ou en voyant la valeur de l'action de sa société grimper, mais quelque chose de plus profond et de plus significatif. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Thomas sentit qu'il avait construit quelque chose de ses propres mains et de son cœur, non pas un empire technologique ou une fortune, mais un foyer où la créativité, la joie et l'amour prospéraient librement, comme des plantes bien entretenues sous le soleil. Une maison qui sentait la peinture était son plus grand chef-d'œuvre. Le tribunal de la famille avait une allure solennelle ce matin-là. Thomas ajusta sa cravate pour la 3e fois en 10 minutes, assis dans la salle d'attente avec Lucie et Lily. Les filles portaient des robes simples mais soignées, leurs cheveux en tresses identiques, faites par Madame Patterson plus tôt ce matin. « Tout ira bien », dit Robert T., l'avocat, en s'asseyant à côté d'elle. Thomas acquiesça, mais son cœur battait la chamade. Les dernières semaines avaient été des montagnes russes émotionnelles, avec des témoignages, des évaluations psychologiques, des vérifications des antécédents d'Eric Donovan, mais rien de tout cela ne comptait autant que ce qui se passerait aujourd'hui, l'audience finale pour décider qui garderait les filles. « Souvenez-vous, dit Thomas en se tournant vers ses nièces, vous devez simplement dire la vérité, exprimer ce que vous ressentez vraiment. » Lucie, tenant fermement la main de Lily, hocha la tête. « Nous savons, oncle Thomas. » Lily, toujours la plus observatrice, balaya l'environnement du regard avec des yeux prudents. « Est-ce que nous devons le voir ? » « Il sera dans la salle, » expliqua doucement Robert, « mais vous n'êtes pas obligé de le regarder si vous ne le voulez pas. Vous pouvez regarder le juge, ou moi, ou votre oncle. » Avant qu'il ne puisse continuer, la porte s'ouvrit et un officier de justice apparut. « Miller et Donovan, le juge est prêt à vous recevoir. » Thomas prit une profonde inspiration,
se leva et redressa sa veste de costume. La salle d'audience était plus petite et moins intimidante que ce que Thomas avait imaginé, conçue pour des affaires familiales plutôt que pour le décor théâtral souvent vu dans les films. Néanmoins, en entrant et en voyant Eric Donovan de l'autre côté avec son avocat, il ressentit une poussée de colère qu'il dut activement réprimer. L'homme prétendant être le père des filles avait des cheveux foncés, ébouriffés, et une barbe hirsute. Il portait un costume qui semblait emprunté, trop grand pour sa silhouette maigre. Lorsqu'il vit les filles entrer, il essaya de sourire, mais cela ne se lisait pas dans ses yeux. Thomas remarqua que Lucy serrait la main de Lily encore plus fort et il posa une main rassurante sur leur dos alors qu'elle prenait place. Le juge Peterson, un homme d'environ 60 ans aux cheveux blancs et à l'expression à la fois bienveillante et ferme, examina la salle avant de parler. Cette audience déterminera la garde des mineurs, Lucy et Lily Miller. Nous avons deux requérants, Monsieur Thomas Miller, l'oncle maternel des enfants, qui a actuellement la garde temporaire, et Monsieur Eric Donovan, qui prétend être le père biologique. Il examina les documents devant lui. Commençons par les arguments des avocats. Les 20 minutes suivantes furent remplies d'énoncés juridiques. L'avocat de Thomas souligna l'environnement stable que Thomas offrait, le lien qu'il avait tissé avec ses nièces, et les excellents rapports des visites à domicile. L'avocat d'Eric, quant à lui, se concentra sur le droit naturel du père présumé, promettant que son client avait changé et était prêt à assumer ses responsabilités. Thomas observa le juge essayer de décrypter ses expressions pendant qu'il prenait occasionnellement des notes. Parfois, le juge jetait un regard à la fille qui était assise tranquillement, se tenant la main. « J'aimerais entendre Monsieur Thomas Miller, » dit enfin le juge. « Monsieur Miller, veuillez nous expliquer pourquoi vous pensez devoir avoir la garde de vos nièces. » Thomas se leva, ajustant nerveusement sa cravate. Il avait préparé un discours avec son avocat, énumérant toutes les raisons pratiques et juridiques, mais en regardant Lucy et Lily, tout cela semblait insuffisant. « Votre honneur, » commença-t-il, « je pourrais parler de ma stabilité financière, de la grande maison que je possède, des excellentes écoles de mon quartier. » Il fit une pause. « Mais la vérité est plus simple que cela. Ces filles sont les filles de ma sœur Claire, que j'ai aimée toute ma vie. Lorsqu'elle est décédée, je ne savais pas qu'elles existaient. Si je l'avais su, j'aurais été là dès le premier jour. » Thomas sentit sa voix se tendre d'émotion, mais il continua. « Au cours des derniers mois, j'ai appris ce qui compte vraiment dans la vie, non pas les entreprises que j'ai créées, ni l'argent que j'ai gagné. C'est me lever pour leur faire des pancakes, écouter leurs histoires au coucher, les voir en sécurité, heureuses, aimées. » Il regarda directement le juge. « Ma sœur avait confiance que je les retrouverais et en prendrais soin, non par obligation, mais par amour, et c'est ce que j'ai fait et ce que je souhaite faire pour le reste de ma vie. » Le juge hocha la tête, ne révélant aucune réaction particulière, puis se tourna vers Eric. « Monsieur Donovan, la même question pour vous. » Eric se tenait là, nerveux, se passant les mains dans les cheveux. « Écoutez, je sais que j'ai merdé par le passé, » dit-il d'une voix rauque, « mais ce sont mes enfants, non? J'ai un droit. Maintenant, je suis sobre, j'ai un travail, je peux m'occuper d'eux. C'est ce que Claire aurait voulu. » Thomas remarqua que l'expression du juge se durcit légèrement à la mention du nom de Claire. « Monsieur Donovan, vous avez un casier judiciaire pour violences domestiques et intoxication publique. Des témoignages, y compris celui de Madame Lenoir, indiquent que vous apparaissez sporadiquement dans la vie des filles, causant souvent des perturbations. Comment expliquez-vous cela? » Eric avait l'air mal à l'aise. « Ce furent des moments difficiles, je suis différent maintenant. » Le juge le regarda pendant quelques instants avant de dire « J'aimerais maintenant parler aux filles. Étant donné leur âge et la nature de cette affaire, nous le ferons ici, mais je demande à tout le monde de rester silencieux pendant qu'elles s'expriment. » Le cœur de Thomas se serra, c'était ce qu'il redoutait le plus, que les filles aient à parler devant Eric. Mais lorsqu'il les regarda, il vit de la détermination dans leurs jeunes visages. « Lucy et Lily, » dit le juge d'une voix bienveillante, « pourriez-vous vous rapprocher un peu? J'aimerais vous parler. » Les jumelles restèrent immobiles, se tenant la main, et avancèrent de quelques pas. « Savez-vous pourquoi nous sommes tous ici aujourd'hui ?» demanda le juge, pour décider si vous resterez avec oncle Thomas ou irez avec Eric. Lily répondit d'une voix étonnamment posée. Le juge esquissa un léger sourire. « Exactement. Que pouvez-vous me dire à propos de Monsieur Donovan? Le connaissez-vous bien ?» Lucy jeta un coup d'œil rapide à Eric avant de regarder de nouveau le juge. « Il était toujours ivre, » criait sur maman. Elle pleurait beaucoup, nous avions peur de lui, dit-elle doucement, mais assez clairement pour que tout le monde entende. Thomas sentit son cœur se serrer face à la simplicité de ces mots,
qui portait tant de poids. Et ton oncle, demanda le juge, comment est-ce de vivre avec lui? Les yeux de Lily brillèrent alors qu'elle répondait, il prend vraiment soin de nous, il cuisine pour nous, nous aide avec nos devoirs, nous raconte des histoires, sa maison est devenue notre foyer aussi. Et que voulez-vous? Demanda le juge en les regardant directement. Si nous pouvions choisir, nous voulons rester avec oncle Thomas, répondirent-elles presque en chœur, sans hésitation. Thomas sentit des larmes monter, et il ne les cacha pas. De l'autre côté de la salle, Eric avait l'air furieux, murmurant quelque chose à son avocat. Le juge remercia les filles, qui reprirent leur place. Après un bref moment passé à revoir ses notes, il leva les yeux et dit « J'ai entendu des témoignages, lu des rapports et analysé les preuves. Dans les affaires de garde, le bien-être de l'enfant doit primer sur tout autre facteur, y compris les liens biologiques. » Il fit une pause. « Monsieur Donovan, votre historique d'abandon et de comportement problématique n'inspire pas confiance. Monsieur Miller, en revanche, a démontré son engagement, sa stabilité et offre un foyer aimant à ses nièces. » Thomas retint son souffle, le cœur battant. Par conséquent, il est décidé par ce tribunal d'accorder la garde permanente de Lucy et Lily Miller à Monsieur Thomas Miller, avec des droits de visite pour Monsieur Donovan à considérer à une date ultérieure, s'il démontre des améliorations significatives dans son comportement et sa stabilité. Le son du marteau retentit dans la salle, scellant la décision. Thomas eut l'impression qu'un poids énorme venait de lui être enlevé des épaules. Lucy et Lily se jetèrent dans ses bras et les trois s'embrassèrent fermement tandis qu'Eric sortait en furie. « C'est fini, » murmura Thomas en embrassant le sommet des têtes des filles, « c'est fini, vous êtes chez vous pour de bon. » Thomas conduisit en silence, jetant de temps à autre un coup d'œil dans le rétroviseur, où Lucy et Lily étaient assises. Les filles portaient des robes identiques choisies spécialement pour l'occasion et leurs cheveux étaient soigneusement tressés dans un style élaboré que Madame Patterson avait réalisé ce matin-là. « Ça va ?» demanda-t-il, remarquant le calme inhabituel, surtout chez Lucy. « Est-ce qu'elles vont nous aimer ?» demanda-t-elle, exprimant son inquiétude, que Thomas soupçonna qu'elles partageaient toutes les deux. Thomas prit une profonde inspiration. Comment pourrait-il expliquer à deux enfants de 8 ans la complexité des relations familiales? Comment leur faire comprendre que les grands-parents qu'elles allaient rencontrer étaient les mêmes qui avaient autrefois coupé les ponts avec leur mère, et qu'elles allaient les aimer? « Vous allez les aimer ?» dit-il sincèrement. Elle pourrait être un peu nerveuse au début, tout comme vous l'êtes, mais tout ira bien. Décider de présenter les filles à ses parents n'avait pas été facile. Thomas les avait contactées après l'audience de garde, lors d'un bref appel chargé d'émotions au cours duquel il les avait informées de l'existence de ces petites filles qu'ils ne connaissaient pas, et de la mort de Claire qu'ils ignoraient également. Le silence à l'autre bout du fil fut suivi de sanglots étouffés de la part de sa mère. 2 mois plus tard, ils étaient en route vers la maison où Thomas et Claire avaient grandi. La maison que Claire avait quittée et à laquelle elle n'était jamais revenue se trouvait à environ 3 heures de la ville, une grande maison traditionnelle dans une banlieue calme. Lorsque Thomas gara sa voiture dans l'allée, il vit ses parents attendre sur le porche. Son père, Howard, maintenant avec des cheveux d'un blanc neige et plus mince que ce que Thomas se rappelait, et sa mère, Evelyn, dont les mains étaient agitées, tordant un mouchoir entre ses doigts. « Nous sommes là », annonça-t-il, essayant de garder sa voix enjouée, prêt à rencontrer vos grands-parents. Les filles se regardèrent, cette communication silencieuse qui l'avait toujours fascinée, et hochèrent la tête à l'unisson. Le trajet de la voiture au porche sembla durer une éternité. Thomas sentit le poids des petites mains des filles dans les siennes, une de chaque côté. Lorsqu'elles montèrent enfin les marches du porche, le temps sembla s'arrêter. Evelyn fit un pas en avant, les yeux fixés sur les jumelles, une main couvrant sa bouche. Howard resta immobile, mais Thomas remarqua le tremblement dans sa mâchoire, l'effort pour garder son calme. « Maman, papa » dit Thomas d'une voix plus forte qu'il ne l'avait prévu, « voici Lucy et Lily, vos petites filles. » Evelyn s'agenouilla lentement pour être à la hauteur des filles, son regard examinant intensément leur visage comme si elle cherchait et trouvait des traits familiers. « Tu as ses yeux » dit-elle enfin, la voix étranglée par l'émotion. « Les yeux de Claire » ajouta-t-elle. C'était comme si un barrage s'était brisé, des larmes coulèrent sur le visage d'Evelyn et elle tendit ses bras timidement. Lucy, toujours impulsive, fut la première à accepter l'étreinte, suivie de Lily, plus prudemment. « Je suis désolée » murmura Evelyn en serrant ses petites filles dans ses bras pour la première fois. « Nous avons échoué avec Claire, mais nous ne vous laisserons pas échouer. » Thomas sentit sa gorge se serrer en voyant sa mère exprimer, enfin le regret qu'elle avait porté pendant des années. Il regarda son père qui s'approchait maintenant, le visage marqué par des émotions contradictoires. « Elles sont magnifiques »
dit Howard d'une voix rauque, tendant la main pour effleurer légèrement les cheveux de Lucy. Bienvenue dans la famille, mes chers. La tension initiale se dissipa lors du déjeuner que Evelyn avait préparé avec grand soin. Les jumelles, d'abord réservées, s'ouvrirent lentement, surtout lorsque leur grand-mère leur montra de vieilles photos de Thomas et Claire enfant. Maman portait des tresses comme les nôtres, s'exclama Lucy en pointant une photo de Claire, âgée d'environ 7 ans, elle adorait les tresses. Evelyn confirma en passant ses doigts sur la page de l'album, et elle adorait quand je nouais des rubans colorés aux extrémités. Est-ce que vous ferez cela dans vos cheveux un jour ? Demanda Lily, surprenant Thomas par la spontanéité de sa demande. Le sourire d'Evelyn illumina son visage. J'adorais, ma chérie. Après le déjeuner, Howard emmena Thomas dans son bureau pour discuter de questions pratiques, la succession de ses parents, l'éducation des filles, les projets futurs. Thomas se rendit compte que son père, toujours pragmatique, essayait de montrer son attention et de réparer les années perdues en se concentrant sur des arrangements financiers. Les filles restèrent avec Evelyn qui leur fit visiter la maison, leur montrant les lieux où Claire avait grandi. Lorsqu'ils rejoignirent tous les trois une heure plus tard, ils trouvèrent dans l'ancienne chambre de Claire, que Evelyn avait laissée pratiquement intacte pendant une décennie. « Regarde, oncle Thomas !» s'exclama Lucy en pointant les murs, « Maman a aussi peint ici. » Thomas entra et ressentit une vague de nostalgie. Les murs que leurs parents avaient refusé de laisser Claire peindre durant son adolescence étaient couverts de délicates fresques, probablement réalisées durant son enfance, à une époque où son expression artistique était encore encouragée, avant que la pression pour une carrière sérieuse ne commence. Il y avait un paysage marin sur un mur, un ciel étoilé sur un autre, et des arbres fantastiques ornés de fleurs colorées sur un troisième. Mais ce qui attira l'attention de Thomas fut la peinture sur le mur derrière le lit, 2 croissants de lune, l'un doré et l'autre argenté, entrelacés comme dans une étreinte. Maman peignait des lunes partout, remarqua Lily en touchant l'image avec révérence. La lune n'est jamais vraiment seule, même quand elle en a l'air. J'ai commencé cette peinture quand j'avais 8 ans, expliqua doucement Evelyn. Elle a toujours été talentueuse, nous aurions dû la soutenir davantage. Howard, habituellement stoïque, plaça un bras autour des épaules de sa femme. Nous avons tous des regrets, dit-il. On ne peut pas changer le passé, mais on peut faire mieux maintenant. La visite que Thomas avait initialement prévue pour être brève s'étira bien en après-midi. Lorsqu'ils partirent enfin, ils emportèrent des sacs contenant des photos de Claire, quelques-uns de ses livres d'enfance et une série de vieux pinceaux que Evelyn avait gardés. « Revenez bientôt », dit Evelyn en serrant fort ses petites filles dans ses bras. Sur le chemin du retour, les jumelles étaient excitées, partageant leurs impressions sur leurs grands-parents, le déjeuner et surtout les découvertes dans l'ancienne chambre de Claire. « Grand-mère, dit-elle, nous pouvons y rester quand nous venons en visite. » Lucy utilisa pour la première fois le terme « grand-mère » au lieu de « maman ». Thomas sourit. « Alors, tu les aimes ? Elles sont gentilles. » Lily, dit-elle pensivement, différente de ce que j'imaginais, plus triste, elle porte beaucoup de chagrin d'avoir perdu le contact avec ta mère. Thomas expliqua, parfois, les adultes font des erreurs difficiles à réparer, mais ils essaient maintenant. Lucy observa, c'est ce qui compte, non ? Thomas acquiesça, une fois de plus impressionné par la sagesse qui pouvait se révéler dans les remarques apparemment simples de sa nièce. Lorsque la maison fut enfin atteinte, il était déjà nuit. Les filles étaient fatiguées mais, d'une manière ou d'une autre, agitées. « Puis-je aller au studio avant de me coucher ?» demanda Lucy en montant les escaliers. « Juste un petit moment » hésita Thomas en jetant un coup d'œil à l'horloge. « Il se fait tard, ma chérie, tu peux peindre autant que tu veux demain, c'est important. » Insista Lily, arborant cette expression sérieuse qu'elle utilisait rarement pour faire des demandes. Thomas céda, et bientôt, tous trois se retrouvèrent dans le studio d'art. Les douces lumières illuminaient l'espace désormais familier. À sa grande surprise, les filles ne se dirigèrent pas vers leur table de travail habituelle, elles attrapèrent des peintures et des pinceaux et se dirigèrent directement vers leur chambre. « Que faites-vous toutes les deux » demanda-t-il, curieux, en les suivant. « Un mural spécial » expliqua Lucy. Aujourd'hui, dans la chambre, les jumelles ont choisi le mur entre leurs lits, un espace encore vide car elles n'arrivaient jamais à se décider sur ce qu'elles voulaient y mettre. Avec quelques indications de Thomas, mais principalement suivant leur propre vision, elles commencèrent à peindre. Thomas regarda, fasciné, une grande lune dorée prenant forme au centre du mur, presque identique à celle de la chambre de Claire, mais unique. En dessous, 3 figures se formaient, une grande au milieu et 2 petites de chaque côté, représentant clairement Thomas et les jumelles. « C'est comme la peinture de grand-mère »
mais différentes, dit Lily en travaillant sur les détails. L'une avait 2 lunes, la nôtre a une lune et nous 3, ajouta Lucie en peignant de minuscules étoiles autour de la lune, évoquant qui nous sommes. Lorsqu'elles eurent terminé, il était bien passé minuit, mais aucun d'eux ne se sentait fatigué. Assis par terre, ils admiraient la peinture encore humide. Étonnamment, Lily prit un pinceau fin, avec son écriture soignée, écrivit au-dessus du mural « Maintenant, nous sommes une famille ». Thomas sentit des larmes piquer ses yeux, il serra les filles contre lui, une de chaque côté, et tous 3 restèrent là, contemplant la peinture qui symbolisait leur parcours. Un parcours qui avait commencé par une visite inattendue à un marché, une paire de boucles d'oreilles en forme de croissant de lune, et 2 paires d'yeux qui reflétaient ceux de Claire. « Oui, dit-il enfin en embrassant le sommet des têtes de ses nièces, nous sommes une famille, maintenant et toujours. » Cette nuit-là, les 3 lits de la maison restèrent vides. Thomas et les filles s'endormirent par terre, dans leur chambre, sous la douce lueur de la vraie lune qui brillait à travers la fenêtre, tandis que la lune dorée sur le mur se desséchait lentement, témoin silencieux d'un cercle enfin bouclé.